Dragon Bleu. Non, Dragon Bleu Non. TV qui avait fait des trucs sur la psychanalyse et l'autisme. On va regarder ça après sur la transidentité, donc on va pouvoir découvrir ce documentaire. Avant, on va regarder une petite bêtise. C'est la neutralité religieuse à l'école, c'est islamophobe. Je vais te laisser avec nous réagir, Daimon, avant que tu t'en ailles, avant que tu ne disparaisses. Ça fait combien de temps? Ouais, Ça juste dure pour savoir, 4 parce que j'ai minutes une et c'est du Jordan ma X. review à faire. C'est 4 Jordan minutes, X. c'est cool, oui, c'est bon. Jordan X, 4 Vas-y. minutes, donc ça va. Jordan X, 4 minutes, on écoute, c'est rigolo et en même temps, bah, c'est fait pour choquer. C'est parti. Et c'est reparti pour les perles de Twitter. Aujourd'hui, c'est au tour d'un groupe d'antifa Ah, et forcément, j'ai mon navigateur. qui œuvre pour la lutte contre l'islamophobie à l'école. En d'autres termes, ils souhaitent le retour des signes religieux ostentatoires à l'école. Alors, du coup, mon navigateur est toujours en PLS, donc on va essayer. Ni Dieu de ni combler. maître, Parfait. comme ils aiment à le répéter, ouais. Sauf pour Allah. Ouais, parce que sinon, tu Accélère. comprends, c'est oppressif un Faut petit peu. combler, Bon, faut comme combler. d'habitude, je vais remplacer ce mot-là par bisounours. Pas les blancs ici, La faut justice vraiment ma gueule. changer. Bon, essayons de voir si la loi du 15 mars 2004 est oppressive. Tais-toi, Triskel, on ne parle pas pendant la vidéo, c'est très mal ça. Les gars, faut être discipliné quand vous venez en live. Hein. Si vous n'êtes pas discipliné, attention, ça va tacler. Ou bisounoursophobe. Cette loi stipule que les signes et tenues sont interdits et dont le Moi, je suis d'extrême droite, même néo-nazi, on peut le dire. Et j'ai rien contre les gays. Bah voilà, comme quoi. Hein. T'es stressé, Zio? Mais non, mais pourquoi je serais stressé? Non, je suis stressé à cause de mon conduit à se faire navigateur, c'est tout. immédiatement Là, en gros, j'ai mon navigateur qui est en PLS, vous voyez, il arrive à charger et tout, mais il n'arrive pas à lire correctement les fichiers parce que voilà, et je ne sais pas pourquoi, et ça m'énerve. Donc voilà, c'est tout. Mais sinon, je suis pas stressé. reconnaître par son appartenance religieuse, telle que le Couvrir voile l'affaire islamique, quel Garrido. que soit le nom. Non, j'ai pas prévu de couvrir l'affaire Garrido, je me fous de ces ébats sexuels. Je m'en cogne, mais le coquillard total, quoi. Totalement. Que le voile islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa ou une croix de dimension Ça va pas être supportable, hein. Ça va pas être supportable, les gars. Moi, je vous le dis, ça va pas être supportable. Mais nique sa mère, vas-y. Attendez, je regarde. Mauvais genre, 2 secondes. On va le charger autrement, parce que ça va pas être possible. Mauvais genre, attendez, Dragon Bleu. Tant pis, tant pis. Bon, Jordan X, désolé, je te passe à la poubelle. Voilà, tant pis. Ta réaction, Daimon? Sur tout ça? Qu'est-ce que t'en penses? La neutralité de la religion islamophobe? C'est un react, expéditif. Voilà, c'est. Ma voilà. réaction, du coup, Ça j'ai bug. juste entendu ton navigateur qui galérait. Ouais. Donc j'ai Ouais, pas beaucoup c'était de intéressant, réactions, hein. heureusement, C'était hein. bien. Bah voilà, je suis d'accord avec Est-ce toi. que je l'ai quelque part? Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Non. Vraiment très intéressant. Voilà, exactement. Donc, ferme YouPorn, mais j'ai pas YouPorn allumé. Putain, les gars. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais Ah, enlever et puis tout ça, ça. c'est tellement une Voilà. blague des années 2000, les gens, quoi. C'est ça. Mais en tout cas, je suis content de t'avoir reçu. Ça faisait longtemps, Daimon. Donc, merci beaucoup de ta visite. Effectivement. Allez pas de découvrir souci. Daimon, c'est une radio libre qui a lieu tous les mardis soirs. Je Ça vous fait remets le longtemps lien. que je l'ai pas raid, donc allez découvrir le mardi soir Daimon. Que vous Ah, c'est aimiez ou pas que le pas, mardi soir, en ce allez moment, on fait découvrir. 3-4 lives par semaine. Ah, il prend le lien YouTube, télécharge avec NoTube en 2 minutes. Après, le fichier sera sur ton PC en 2 secondes. Et là, pas de lag. C'est pas faux. C'est vrai que c'est pas faux. Avec quoi? Avec NoTube. Ok. On dit Ok. que je suis blasé de la vie. T'es blasé Ah, de la peut-être, vie. je sais pas. Est-ce que t'es blasé J'ai de la pas vie? compris d'où ça venait. Est-ce que ça s'arrange les streams d'ailleurs? Tiens, avant de commencer le documentaire. Bah ouais, ça un petit peu mieux. Bah ça reste toujours modeste, mais hier on avait plus de 200 viewers, donc pour Bien. moi c'est plutôt cool quoi. Bah ça va, c'est bien, ça commence à repartir. Mais c'est bien. Bon bah, en espérant que la chaîne remarche, allez découvrir Daimon si vous le souhaitez. Si vous ne le souhaitez pas, Attends, je vais bah, n'y faire allez un pas, review. mais si vous le souhaitez, allez-y et allez débattre avec Daimon et Exactement. vous pourrez discuter Allez-y, de foncez tout dedans. et de n'importe quoi. Et ben merci Daimon dans tous les cas et on va commencer le documentaire. Donc Ciao mauvais ciao, genre. et je refais un bisou à Alex Calvin. Et bah bisous Alex Parce que Calvin. c'était Désolé c'était Alex un faux Calvin. drama évidemment. Mais oui, bien sûr. Mais Kevin, si tu veux réagir à moi, je sais que tu vas regarder mes vidéos. Je te conseille de regarder surtout tout ce qui est fait sur la sphère sorale, les interviews confuses et tout, parce que c'est quand même ce qu'il y a de mieux sur ma chaîne. Et après le reste, hein, c'est aussi du divertissement en grande majorité, donc faut le prendre comme ça. Hein, on rigole Il y a quoi. peu de chances qu'il l'aime bien, mais on verra. Mais je sais, non mais bien sûr, mais qui C'est un regarde homme quand plein même de ce qu'il y a de surprises. mieux, qui regarde ce qu'il y a de mieux dans l'idée quoi. C'est autant regarder ce qu'il y a de plus pertinent dans la chaîne que de regarder ce qu'il y a de moins bon. C'est logique. Je vais pas conseiller ce qu'il y a de pire. Hein. Voilà. Et puis bientôt le méga best-of qui va arriver, ce sera le zap de Lazio Claudie, vous allez découvrir. On a arrêté les best-of, mais pour vous préparer quelque chose de mieux, vous n'êtes pas prêts. Can't Vous n'êtes wait. pas prêts. Donc voilà. Alors, je vous explique ciao. qui est. Ciao à toi, merci Daimon. Alors ce soir, un documentaire. Alors. On va passer un petit peu de contexte. Vous me connaissez, je suis plutôt assez progressiste dans l'idée, ça va, je suis pas non plus... Voilà. Après, le wokisme, c'est encore autre chose. Donc ce soir, on va parler de 2 choses. On va parler de transidentité et d'idéologie, donc dite woke.
Sophie Robert, qui est-elle? Donc, Dragon Bleu, c'est une chaîne, Dragon Bleu TV, qui a parlé beaucoup de TDI, de troubles du spectre autistique et de psychanalyse, qui avait une sorte de monopole, on va dire, sur le domaine français de la psychologie et qui était très infiltrée un peu de partout. Donc, du coup, elle avait fait à l'époque des documentaires et interviews avec des psychanalystes directement, des gens qui étaient sortis, les déconvertis, on va dire, de la psychanalyse, et d'autres qui étaient encore des psychanalystes bien convaincus qui disaient oh, si ta mère, je sais pas quoi et tout, elle s'est mal occupée de toi, t'es un autiste, hein, et puis tu vas pas parler, et puis c'est à cause de ça que t'es complètement con et que tu n'arrives pas à baiser. Donc, du coup, c'est toujours la faute à maman, et elle s'était occupée de ça. Bon, beaucoup de critiques ont été faites à cette réalisatrice, mais aussi beaucoup de félicitations parce que elle avait osé des choses qui ne se faisaient pas. À l'époque, c'était avant les debunks des chaînes comme La Tronche en Biais, etc. Machin. Donc, quelque part, elle est un peu précursrice, je sais plus, puricultrice. Voilà, elle était un peu puricultrice et du coup, voilà. Et moi, je lui ai proposé de venir. Alors, j'espère qu'elle pourra venir un jour, si jamais, pour justement l'interviewer et avoir une discussion un peu justement à pousser un peu sur le sujet et pourquoi, comment, même la carrière qu'elle a faite parce qu'il y a pas mal de choses. Et là, c'est un documentaire donc sur la transidentité. Alors, on va beaucoup passer par les États-Unis dans ce documentaire et aussi par la France, l'Europe, l'Occident en fait, très clairement, et en même temps des influences qui vont venir de partout. La transidentité, on connaît, on a beaucoup exploré et on va découvrir sur le documentaire Dragon Bleu. C'est parti. Pour soutenir le travail de Sophie Robert, donc faites un don à dragonbleutv.com/shop. Et bien sûr, si vous voulez soutenir Yeux Clos, c'est pareil. Et c'est parti. Et salut Andonia. Est-ce qu'elle aborde le sujet... Attends, j'ai pas bien lu ton message. Sujet du ban de pantoufles. Non, c'est pas traité À moins de vivre sur une île déserte. Ce n'est pas de la sociologie, c'est pas une science, malheureusement. Alors attendez, ça bug encore. Alors par contre, ça va pas être cool si ça bug tout le long. Vous ne pouvez ignorer ces mots étranges qui s'immiscent, de plus en plus nombreux, dans notre quotidien. Sur les réseaux sociaux, la novlangue... Ah non, s'il te plaît, navigateur, s'il te plaît, fonctionne. trans parsème le discours des personnes désireuses d'afficher Oh là, c'est une catastrophe. leur progressisme. Dès que vous avez compris le sens d'un mot, il s'en crée d'inouïs. C'est une catastrophe, les gens. Comme si le but du jeu était de maintenir notre attention en alerte et jouer à celui ou celle qui en sait plus que les autres sur ce curieux phénomène social. Je m'appelle Camille, j'ai 21 Allez, ça bug de temps en temps en fait. ans, Passe par je suis Microsoft non-binaire, Edge. gender-fluide. D'accord, attends. 2 secondes. Merci Histaminex. Attendez, je vais essayer par Edge. Tac, YouTube. Hop. 2 secondes. Hop. On va faire comme ça. Attendez. Tac. On va passer par Edge. Hop, YouTube personnel. Voilà. Tac. Et on va faire un mauvais genre. Hop. Ah, ça a l'air d'être plus rapide, effectivement. Mauvais genre, Dragon Bleu. Voilà. Comme ça, on règle le problème. Voilà. Vous avez compris le sens d'un mot, il s'en crée 10 nouveaux. Merci. Comme Merci si les le but copains. du jeu était de maintenir géniaux. notre attention en alerte et jouer à celui ou celle qui en sait plus que les autres sur ce curieux phénomène social. Je m'appelle Camille, j'ai 21 ans, je suis non-binaire, gender-fluide. La non-binarité, c'est un terme parapluie. On a le Merci, féminin Solstice. et le masculin, par exemple, qui sont les deux pôles. On peut avoir un curseur qui varie de l'un à l'autre, qui varie jusqu'au neutre. Le mouvement transactiviste a Rallume ton modem, va te faire enculer. émergé il y a une dizaine d'années dans les pays Ah, c'est pas anglo-saxons nous, et scandinaves. Il a connu une accélération phénoménale ces 3 dernières années. Avec un temps de retard, il déferle aujourd'hui sur la France. Donc là, en gros... Alors, un temps de retard, je sais pas. Je pense qu'on entend plus parler actuellement, mais on va voir. Alors moi c'est Aaron Zanan, j'ai 19 ans et je ne suis ni un homme ni une femme. Il pourrait ne s'agir que d'un effet de mode affectant quelques personnalités excentriques. Mais partout désormais, on vous demande vos pronoms et de définir votre genre. Sous couvert d'inclusion, les références au sexe sont peu à peu gommées au profit du genre. Un terme flou et inconsistant, dont seuls les transactivistes détiennent les contours, en mutation perpétuelle. Un jour, votre collègue de bureau fond en larmes. Son fils affirme qu'il est trans. Il réclame des hormones et se met à hurler si ses parents n'utilisent pas le nouveau prénom qu'il s'est choisi. Puis c'est au tour de la fille de vos voisins. Elle s'est coupé les cheveux en brosse, se bande les seins et déclare être un garçon prisonnier d'un corps de fille.
c'est très important en fait que ce soit les concernés qui s'emparent de leur narration parce que personne mieux que nous-mêmes saura raconter nos histoires. À 15 ans, elle ne parle plus que de transidentité. Vous lui demandez pourquoi il faut mutiler son corps pour trouver sa véritable identité. Mais elle refuse de vous adresser la parole, au motif qu'elle ne se sent pas en sécurité avec vous. Alors effectivement, hein, pour ceux qui se demandent, le documentaire est assez à charge malgré tout. À l'origine, le transsexualisme est une pathologie mentale rarissime. La dysphorie de genre, du coup, dont on a parlé avec Bouffette. Hein. Et c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes donc, malgré tout qui vont être dites. Donc, je sais qu'il y a des gens que ça va trigger de ouf. Par contre, on va en parler avec aussi des gens. Donc avec vous dans l'émission. Donc vous pourrez venir dans le chat et dans le Discord en parler avec nous. Affectant un homme sur 20 ou 40 000. Ces hommes consultés à l'âge adulte. La plupart des psychiatres n'en voyaient aucun au cours de leur carrière professionnelle. Alors aucun, je pense que non, c'est faux, parce qu'il y avait déjà des cas à l'époque. Par contre, c'était beaucoup moins répandu et surtout, il n'y avait aucune formation. Après, on peut peut-être reprocher certaines orientations aujourd'hui, peut-être effectivement, il peut y avoir des dérives, etc. Mais à l'époque, il y avait quand même des cas, heureusement. Je pense que ça a augmenté légèrement, mais ça n'a pas dû augmenter énormément. Après, il faudrait vérifier, ça faudrait que je vois au niveau des stats. Donc voilà. Ouais, les Suédois sont revenus maintenant, stop les gamins trop jeunes et envisagent de criminaliser les médecins qui poussent à ça. Oui, trop jeunes, par contre, oui, il y a des cas d'enfants et c'est vrai que ça peut être plus choquant. Largement. En 2010, il n'y avait que 8 cliniques spécialisées sur l'ensemble des États-Unis. En 2019, elles... Ah merde, je vous ai pas mis le stream sur Discord, je suis un fils de pute, pardon. Excusez-moi. Voilà, pardon. étaient au nombre de 50. Elles sont aujourd'hui plus de 200, car la demande est exponentielle. Donc Dragon Bleu TV, du coup Sophie Robert. J'espère qu'il n'y a pas de droit d'auteur. En France, les CHU ouvrent des antennes spécialisées un peu partout, comme à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, un service géré par une psychiatre. Après, je sais pas s'il y en a vraiment de partout. Je suis pas sûr qu'il y ait par exemple un truc spécialisé dans ma ville, à Mâcon. Faudrait que je me renseigne. Je vais justement, là on va le regarder ensemble. Hein. Et il y a Moufette, c'est cool. Et du coup, bah voilà, comme ça on pourra en parler avec Moufette aussi, ça va être intéressant. Au pire, je peux la démute maintenant, Moufette. Comme ça, si jamais elle veut recte avec moi, ce sera plus simple. Comme ça, moi je vais donner mon avis en donnant mes impressions. Et au pire, Moufette me corrigera, etc. Ça va être intéressant comme ça, ce sera plus pertinent. Juste, je suis là, j'écoute, mais je taffe à côté, donc je vais pas réagir non plus de fou. D'accord, pas de souci. Ok, pas de souci. Bah, alors, en tous les cas, bienvenue à toi et installe-toi confortablement. C'est la musique faite par Camille. Mais non, mais c'est complètement con, ça n'a rien à voir. Non, Sophie Robert, vraiment, ça n'a rien à voir. En plus, moi, quand je lui ai demandé si elle voulait venir, elle m'a demandé, mais vous êtes pas un peu connecté d'extrême droite et tout. J'ai fait oui, pareil. Mais c'est pas forcément le cas. Mais j'ai eu beaucoup d'invités comme ça. Bon, bref, on écoute. Canaliste, le docteur Agnès Condat. Quelle que soit leur obédience, le discours des services spécialisés va toujours dans le même sens. Confirmation d'un diagnostic posé par le patient et mise en place d'une réponse médicale, hormonale et... Donc là, en gros, voilà, on parle vraiment du protocole de transition. Donc voilà, le vrai défaut du docu, c'est qu'il instrumentalise des vidéos de trans prises sur les réseaux. Là-dessus, je suis d'accord. Je pense que le gros défaut du documentaire va être ça, plus, enfin, le côté un peu, voilà... montrer peut-être certains excessifs, on va dire, et excessifs dans le comportement, pas forcément grave, je sais pas quoi, hein, pour moi, excessif dans la façon de se présenter. Et effectivement, non, pas de ban. Et du coup, derrière, la façon de dramatiser le truc, alors que, comment dire, je pense que le documentaire aurait pu très bien dire attention, ça peut dériver sur les enfants, façon de parler, et là, on pourrait peut-être poser des questions d'ordre éthique, médical, etc., machin, voilà, pourquoi pas. Mais effectivement, au niveau des adultes qui sont en choix de faire ce qu'ils veulent et qui souffriraient effectivement de tout ça, bon, bah, ça peut mettre un peu tout le monde dans le même sac. Et voilà, par exemple, Victoire, qui est aussi concernée par tout ça, et pourtant n'est pas à faire une sorte d'apologie woke et tout, va aussi, par exemple, trouver que le docu effectivement est super à charge. Donc ça, c'est un truc qu'on essaiera de discuter aussi avec la réalisatrice pour savoir un peu pourquoi, comment et qu'est-ce qui fait que elle l'oriente comme ça. Chirurgical, juste question, une problématique. ton partage d'écran, il marche pas chez moi. Oh, putain, c'est pas possible. Attends, il y a un bug peut-être. Peut-être que personne n'a osé me le dire parce qu'à mon avis ils se sont dit putain il va nous engueuler encore. Attendez, c'est peut-être celui-là, ça se trouve ça a bugué parce que ça a gardé l'ancien. C'est ça, ouais c'est ça, c'est bon. Ça devrait être ça bon. marche, c'est bon. Ouais, c'est instrumentalisé. Mais attendez, mais on va quand même écouter justement. Moi je veux écouter sagement les gens, on écoute. Je vais accélérer un petit peu.
Ça fait à peu près 4 ans donc, que j'ai fait mon coming out trans. De nombreux psychologues et des pédopsychiatres sont saisis aujourd'hui par des demandes d'adolescents en questionnement identitaire. Un quart sont des garçons, les 3 quarts sont des filles. La plupart n'ont aucun antécédent d'incongruence de genre, préalable à une plainte exprimée parfois du jour au lendemain, alors qu'ils se développaient tout à fait normalement. En Occident, la transidentité... Mais pourquoi les modos t'ont de quoi? Bah, arrêtez de bannir des mots pourris. Après, des fois, ça arrive qu'il y ait des misclics, mais je pense que c'est surtout YouTube qui te bloque des messages, Hernan, à mon avis, parce que j'ai pas vu de messages bloqués. est devenue en quelques années une problématique de médecine ordinaire. Coming out trans. J'ai vu, calme-toi, Hernan, un petit peu là. Les personnes trans, dysphorie. Transidentité. Injection de testostérone. On va parler de moi. Personne transgenre. Vaginoplastie. Transidentité. Personne FTM. Dans ta culotte, comment ça se passe? Testostérone. Alors après, c'est vrai que si on prend TikTok et qu'on va sur TikTok et que tu vas que sur la sphère LGBT, oui, d'accord, là tu peux te poser des questions sur genre, ouais, bon, vous abusez un peu, mais c'est des influenceurs, quoi. Donc là, on est quand même sur une sphère spécifique, c'est pas tous les trans, c'est vraiment les trans influenceurs, quoi. Né dans le corps d'un homme. Transition, j'ai pris un bloqueur testostérone. Ah, c'est toi, Sam? D'accord. Je sais pas ce qui s'est passé. Dans n'importe quelle pathologie, cet accroissement brutal aurait déclenché tous les signaux d'alarme des pouvoirs publics. Mais le sexe est politique, et la rhétorique victimaire des transactivistes extrêmement agressive. Attendez, alors, sexe ratio des enfants et adolescents adressés à la clinique Tavistock. Donc c'est en Angleterre, la clinique Tavistock qui est souvent, alors soit dans les théories du complot, hein, voilà, ou voilà, souvent dans ces histoires un petit peu actuellement de progressisme, parce que c'est souvent comment dire, un institut, je sais pas comment on peut l'appeler, si c'est l'institut, je crois, c'est Tavistock, qui est relativement en pointe en fait sur tout ce qui est sciences sociales, les trucs cognitifs, je crois qu'ils sont assez en pointe. Donc normalement, c'est aussi pour ça qu'ils essayent de gérer un petit peu ça. Donc on voit un peu la courbe de protection. Vas-y. Je précise juste un truc, c'est que la clinique Tavistock, elle a aussi eu des gros soucis de financement économiquement, donc en fait, elle a fait beaucoup d'erreurs. Et souvent, on l'utilise comme contre-exemple, tu vois, sur la transidentité des enfants, parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de diagnostic et tout ça. Ouais. En fait, ils ont fait des bêtises, mais en fait, dans la commu LGBT, les gens sont pas forcément enthousiastes vis-à-vis de Tavistock, quoi. On reconnaît qu'ils ont fait beaucoup de conneries et que du coup, oui, c'est facile de les utiliser, mais c'est aussi facile de ne pas adresser les critiques qui sont faites à cette clinique. Parce que quand bien même les gens dans cette clinique ont voulu bien faire les choses, c'est aussi parce qu'ils se sont retrouvés débordés par rapport à la demande. Et là, c'est encore un problème d'institution, quoi. C'est que on n'a pas construit assez de cliniques pour gérer toutes ces demandes qui effectivement explosent, quoi. D'accord. Mais ils ont fait des diagnostics abusifs quand même dans l'idée. Ils ont fait des diagnostics à l'appel et ils ont eu un taux de, comment on veut dire, de détransition, de regret qui est anormalement élevé. Donc ouais. Chose qui est répandue ou pas, ça, justement? Parce qu'ils vont en parler. La détransition? Ouais. Est-ce que c'est... Du coup, ça a augmenté, ça, par exemple? Est-ce que c'est un phénomène qui augmente actuellement? Alors, la détransition, elle représente 13% des parcours de transition. D'accord. Mais et alors je précise, c'est là que ça, en fait, on va venir gratter progressivement la couche. Précisons ce que c'est une détransition selon, parce que c'est pas le même niveau d'arrêter les hormones que de se faire opérer et de regretter jusqu'à l'opération. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, les 13% de personnes, ce sont le nombre de personnes qui finalement ont commencé à prendre par exemple des hormones et tout pour changer d'apparence et qui se sont rétractés, ont arrêté leur traitement. Alors de ces 13%, tu as 80% des personnes qui vont reprendre le traitement plus tard. Déjà, ça faut le préciser. Donc, oui, c'est souvent. Alors c'est ce qu'on disait aussi avec PsychoQuack, c'est-à-dire qu'il y a souvent, on disait, il y a plusieurs transitions des fois dans une seule transition. C'est-à-dire que la personne peut détransitionner, retransitionner, parce que le temps d'adaptation, plein de choses, enfin la vie aussi, hein, parce qu'il y a des événements qui vont peut-être faire que tu peux pas supporter tout ça, parce que c'est des changements hormonaux, c'est plein de choses, et ça a des conséquences malgré tout. Donc effectivement, la plupart du temps. La plupart du temps, c'est juste que de ces 80% des 13%, c'est des gens qui ont commencé à un moment de leur vie où ils se rendent compte que c'est pas facile de le faire, tu vois. Ça peut être une situation familiale compliquée, ça peut être un travail où tu as peur de le perdre, tu vas te retrouver à la rue si tu continues ta transition. Donc en fait, c'est souvent des gens qui la mettent en pause en fait dans ces 13%. La grande majorité, c'est des gens qui font une pause et qui potentiellement disent qu'ils se sont trompés ou pas. C'est juste que parmi ces 80%, on est sûr que après, il y aura une reprise du traitement plus tard, quoi. Ensuite, le reste, ce sont des vraies des transitions, dans le sens où ce sont vraiment des gens qui arrêtent leur transition. Qui regrettent le parcours, ou qui ont fait une erreur de diagnostic. Ouais, mais c'est plus complexe que ça. C'est qu'au sein de ces 20% restants des 13%,
tu as une partie qui, on va dire environ 30%. Je sais plus les chiffres exacts, hein, c'est une étude. 30% dans les 20% des 13%, c'est ça, hein. Ouais. Donc on est sur des... Non, mais c'est bien se rendre compte de la ouais. fine partie que ça représente quand même. Et alors, je précise un truc, c'est que cette étude dont je parle, c'est une étude de Littman. Et Littman, c'est une chercheuse qui avait été attaquée parce qu'elle avait fourni une première étude qui était très biaisée sur les détransitions, où elle avait fixé ses échantillons autour d'un forum de parents inquiets des transitions de leurs enfants. Et donc, en fait, elle s'est fait turbo-attaquer par le milieu universitaire en lui disant « Mais c'est ridicule ton étude, tu t'intéresses pas aux personnes trans, tu t'intéresses aux parents qui flippent de leur enfant trans. » Donc voilà, et derrière l'étude dont je vous parle sur le pourcentage de transition, ça veut dire qu'elle est déjà produite par une personne qui n'a pas pour but de produire des études en faveur de la transition, voire même qui essaye plutôt d'interroger le phénomène comme on peut dire, de grossissement. Donc déjà, ces 13% des 80% des compagnies, ça vient pas d'une recherche qui est trans-friendly en quelque sorte, quoi. Donc voilà, je précise aussi là-dessus. Et on me demande, alors I think Softly qui me demande quel lien entre psy spécialiste de la transidentité et la psychanalyste. C'est juste que la personne a déjà travaillé justement sur l'autisme, du coup la psychanalyse, et en fait dans le documentaire en fait il y aurait un lien. Alors après il faudrait que je vois aussi des datas, et c'est là où je vais essayer de prendre contact avec la réalisatrice aussi, parce que j'aimerais bien voir un petit peu sur quoi ça se base et tout, et du coup semblerait-il, après je dis semblerait-il, conditionnel, il y aurait beaucoup d'enfants autistes qui en fait feraient des transitions. Et après, est-ce que c'est le bon diagnostic? Du coup, après ça pose peut-être cette question-là. C'est ça aussi qui est sous-entendu dans le documentaire. Mais on va écouter justement la suite, et c'est parti. En dépit de l'augmentation exponentielle des demandes de réassignation sexuelle, les autorités sanitaires se taisent. Voilà, pour répondre mieux aux personnes transgenres. J'ai commencé depuis l'année dernière de prendre en fait des hormones, des estrogènes, et de bloquer ma testostérone en fait pour transformer mon corps en un corps féminin. Voilà. Donc là, je suis en transformation, je suis en évolution, ça va durer encore plusieurs années. Les grands médias relaient complaisamment la propagande transactiviste, toujours dans... Complaisamment, je suis pas sûr non plus. Il y a quand même souvent des sortes de... Je sais pas, c'est pas ultra complaisant, ça dépend sur quelle chaîne, mais oui, après il y a des sortes de complaisance forcément sur certaines chaînes, mais il y a quand même souvent des réactions un petit peu... voilà quoi, les gens comprennent pas trop, ils font ouais on aime bien, mais c'est quand même assez particulier. Dans le même sens, confirmation du diagnostic et acceptation sans réserve d'une réponse médicale et chirurgicale, un ressenti d'inconfort psychosocial, sans aucun esprit critique. À cause de, évidemment, cet, j'allais dire accident, parce que... Les idéologues du genre ont récemment banni le terme transsexuel, supposé stigmatisant, au profit du mot transgenre. Alors après, oui, enfin, c'est juste que ça suit le côté transgender, du coup, parce que la théorie du genre, donc c'est plus simple de parler de transgenre que forcément de transsexuel. Après, transsexuel pourrait très bien être employé, je sais pas si c'est forcément dramatique, mais bon. Non, c'est pas dramatique, puis d'ailleurs là-dessus, comment dire, on sait qu'il y a plein de personnes trans vieilles, et des fois, on n'a pas envie de se froisser avec elles, hein, donc déjà c'est débile de... Puis même elles vont dire oui, transsexuel, sans forcément voir ama... c'est ça, c'est leur génération, on disait pas transgenre à leur époque, donc... à l'époque, moi je disais transsexuel, et j'avais une amie intersexe, comme j'expliquais, alors c'est vraiment la particularité très spécifique encore, hein, mais voilà quoi, on parlait de transsexuel, mais c'était pas... il n'y avait pas de... truc. Et en plus on parlait de transsexualité à partir du moment où elle envisageait de se faire opérer, parce que du coup avant non, en fait elle était ce qu'elle était quoi, malheureusement. Donc voilà, à la base c'était des travelots, rien à voir les travelots en fait. Les travelots ça a été des personnes qui se déguisent en fait, qui se travestissent, qui se griment, qui font qu'on appelait ça des transformismes aussi, mais c'est pas exactement la même chose. Travelot, c'est un peu vulgaire là du coup pour un transformiste, mais je veux dire c'est plus ça dans l'idée qu'une personne qui fait une transition, me semble-t-il. Pour dire, avant de dire homosexuel, on disait les invertis. Oui. Ça, c'est Krafft Ebing, donc c'est fin du 19e siècle. Krafft Ebing qui, lui, théorise ça comme ça. Les invertis, c'est ceux qui ont une inversion de la sexualité. C'est comme ça que c'est pensé. Et en fait, les personnes trans ne sont pas identifiées comme des personnes trans tout de suite. Elles sont identifiées comme des invertis dans le déni. C'est ça, en fait. Ça veut dire que ce sont des invertis qui ont honte d'être des invertis, donc des homosexuels, et qui, pour justifier
leur Se transforme en homosexualité femme, se transforme en femme pour être plus respectable. Voilà, c'est en gros, c'est des gens qui sont dans une contradiction vis-à-vis des normes de la société. Ou Donc sinon, déjà, ce voilà, qu'on voyait fin aussi 19e siècle. dans les peuples arabes, etc., où justement tu as beaucoup Ouais. de populations trans, ce qui est même souligné dans le documentaire, et parce que voilà, l'homosexualité étant mal vue, c'était plus facile d'accepter du coup peut-être quelqu'un d'un autre sexe, enfin qui change de sexe, façon de parler, que d'être effectivement homosexuel, enfin officiellement quoi. C'est ça, on va dire psychologiquement c'est plus acceptable peut-être quand tu as une religion, etc., qui gouverne derrière. Donc c'est voilà. Mais bon, on va écouter la suite du coup sur le transgenre, transsexualité, et on écoute le développement. Il ne s'agit pas de changer de genre social, de prénom ou d'apprendre à utiliser des cosmétiques. La démarche implique toujours de renier son sexe au profit de l'autre. Depuis que je suis un garçon. C'est pas forcément renier, mais bon, on va parler. Après, on parle vraiment d'identité pour les après, pour une personne qui souffre donc de dysphorie, c'est pas la même chose que quelqu'un qui va dire j'en souffre pas. Et quelqu'un qui souffre de dysphorie, pour elle, c'est juste qu'avoir ce sexe-là, c'est invivable en fait. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui souffrent de dysphorie ne pourraient pas s'exhiber. D'ailleurs, voilà, c'est compliqué, très compliqué. Je me sens mal dans ce corps. Là, on parle des enfants, du coup, on va être sur les cas les plus excessifs qu'on a vus en France, hein, et du coup, forcément, bon, la télé faisant, c'est pas le mieux dans ce genre de cas, donc là, c'est parti. Là, on est sur la bonne panique. Et il fallait absolument que je devienne qui j'étais vraiment, une fille. Une petite fille. Et ça, tu le sais depuis que tu as 3 ans. Alors là, c'est particulier. C'est vrai que l'interview est très particulière. Moi, personnellement, là, c'est peut-être là où je mettrais un haut là. C'est de dire, faites ce que vous voulez avec vos enfants. Par contre, ne mettez pas à la télé, dire que c'est une petite fille, je sais pas quoi. Parce qu'imaginons il y a une erreur. Là, c'est pas pareil de la mettre à la télé. Vous voyez, on rentre dans le domaine de l'influence. Là, on est sur autre chose. La preuve, c'est que elle est dans ce documentaire. On continue. Le mouvement transactiviste cible des enfants de plus en plus jeunes et le phénomène ne cesse de s'amplifier. En Suède, aujourd'hui, 2% des jeunes se déclarent non-binaires. 8 ans, ah ouais, j'avais pas vu ça. Elsa, 8 ans. Pour le coup, vas-y. tu sais, enfin, je veux dire. Vas-y, non, mais c'est la formulation. T'inquiète. Voilà, mais de toute façon, tout le docu, ça va être des formulations de ce genre-là. Mais alors, on cible les enfants. En fait, à vrai dire, les enfants trans, ça a toujours existé. C'est juste que maintenant, ils parlent, tu vois. Enfin, ils ont des tribunes un peu, quoi, tu vois. Et après, oui, effectivement, ça peut être un peu bizarre de voir un, tu sais, genre quotidien. Bah, c'est compliqué, mais en même temps, moi je suis dans une position en même temps, quand je les vois à la télé, je suis en mode ouais. À la télé, je suis pas d'accord. En fait, tu peux faire ça à la maison. Tu vois, je veux dire, t'es dans la construction de ton enfant, voilà, il cherche à savoir un peu qui il est, il veut jouer la petite fille, il veut jouer le petit garçon, il fait ce qu'il veut, tu vois, jouer. Je dis bien jouer pour un enfant, ouais. Hein. Je dis pas jouer dans le sens de on joue à être une fille ou un garçon plus tard, tu vois, mais c'est genre. C'est un enfant, il va découvrir, donc il peut jouer à tout ça sans forcément être du coup avec une dysphorie quelconque ou quoi. Donc bah du coup l'exposer pour moi c'est plus dangereux parce qu'en fait tu officialises quelque chose, tu vois, il y a un côté très c'est ça en fait, c'est la réalité et du coup c'est mis au monde, donc du coup c'est plus compliqué pour un enfant de médiatiser en fait, c'est ça qui me gêne beaucoup. Bah c'est ça, en fait ce qui est gênant c'est que c'est terrible de voir un enfant entrer dans un monde d'adultes avec des débats d'adultes et de voir la violence aussi que ça, tu vois que enfin, même les gens qui sont contre ça ont conscience de la violence que ça peut faire reposer sur un enfant. Après, ils se lâchent pas non plus pour être violents, hein. Ah, mais enfin, ils se retiennent pas pour être violents. C'est juste que après, tu sais, le dilemme un peu triste, c'est que en même temps, s'il y avait pas eu ça, on n'en parlerait pas. Et moi je dis ça en tant que moi je fais partie des personnes trans qui ont été ces enfants-là. Ça veut dire que j'étais dans la même position que ces enfants. Quand j'avais 5, 6, 7 ans, j'avais les mêmes questions. Je disais à ma mère pourquoi je suis un garçon, c'est pas normal, tu vois. Enfin, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc j'aurais pu très bien être cet enfant-là, tu vois, qui finit dans une émission parce que ça en parle et tout ça. Donc ça je comprends que ça soit utile parce qu'au moins on en parle. Tu vois. Après, tu vois ce que je veux dire, c'est que moi par exemple, j'ai pas de dysphorie, mais j'ai eu ce genre de questionnement aussi. Ouais, je vois ce que tu c'est parce que on me disait que j'étais féminin, par exemple. Moi, le truc qu'on m'a souvent sorti, c'est genre t'es PD. Genre est-ce que t'es PD? Et pourquoi? Parce que j'ai l'air efféminé, je sais pas quoi. Enfin, tu sais, genre j'en sais rien pourquoi en fait. Mais... Ouais, mais le truc c'est que c'était de passage, non? Hein? De passage, oui, totalement, oui. Mais moi, je sais que c'est de passage, oui. Non, mais bien sûr, je te parle pas du fait que. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que du coup, est-ce que un enfant à 5 ans, on peut établir qui sait si c'est une fille ou un garçon? 5 ans, c'est un peu tôt, mais quand t'as un enfant 7 ans, qui entre. Parce que je crois qu'elle a 7 ans, elle a 8 ans, l'enfant qu'on voit. Quand t'as un enfant qui a 5-6 ans et qui parle de ça, et qu'au final, quand il a 12 ans, il parle encore de ça, ça fait quand même 7 ans d'espace, tu vois. 7 ans pendant lequel l'enfant, il a toujours cette question à la bouche. Donc c'est déjà quelque chose, tu vois, quand bien même l'enfant est jeune. Je suis bien d'accord, par contre, c'est... Donc en fait, ces questionnements, peut-être que tu peux les avoir, mais la grosse différence, c'est que ces questionnements-là, chez ces enfants-là, ne les lâchent jamais.
Ce sont des questions avec lesquelles ils vivent quotidiennement, tu vois. Après, moi, ça m'a lâché quand je suis devenu adulte, finalement. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus ça qui... Ouais. Enfin, vraiment, hein, c'est en gros la fin de l'adolescence, fait que tu te poses un peu moins de questions. Et encore, parce que jeune adulte, j'étais beaucoup dans des milieux lesbiens, un peu misandres et tout. Ce serait bizarre. Et qui m'avait bien d'ailleurs. Mais du coup, même elle me questionne là-dessus. Et c'est vrai que ça pose question, tu vois. T'es là, tu fais, peut-être que ça se trouve, voilà, tu vois. Mais en fait, non, tu vois. Après, moi, je sais que non. Mais c'est vrai que, bon, je me dis, quelqu'un qui est un peu plus fragile que moi, qui serait un peu plus, tu sais, à se questionner plus facilement et tout, il y a moyen aussi qu'il y ait une certaine influence, tu vois. C'est pour ça que je dis que c'est compliqué là-dessus, mais j'entends ce que tu dis. Et on continue sur les enfants, parce que là, on digresse. Excusez-moi. Aux États-Unis, il serait 15 à 20% à se considérer ni homme ni femme. Une démarche qui conduirait un certain nombre d'entre eux à réclamer un traitement hormonal et chirurgical de réassignation sexuelle aux conséquences irréversibles. Putain, merde. Fais gaffe à ton chat. Je pense que c'est important de dire qu'il y a des enfants qui sont trans, qu'on peut être trans à très petit. Et que y a ça c'est vrai par contre, hein. C'est vrai que par contre faut pas nier, dans l'éducation de l'enfant on le verra de toute façon que déjà c'est des questionnements qui sont présents, et après pour un enfant qui a une dysphorie, bah oui effectivement, malheureusement voilà quoi, c'est compliqué. Non, un enfant devrait même, quoi, t'es pédo, mais c'est quoi cette réponse? Mais non, mais attendez, n'importe quoi. Possibilité de les accompagner. Le transactivisme conduit à mutiler une génération de jeunes corps sains, les mettre Mutiler est un peu violent, mais écoutez. Sous médication à vie et exiger que... Vas-y. Je vois juste des gens qui disent qu'ils attendent la puberté horrible de faire une opération à cet âge. Il n'y a pas d'opération. Il n'y a pas avant d'opération, 18 ans. oui. C'est pas des opérations. Après, il y a peut-être des pays où ça existe. Mais en France, Non. en tous les cas, ça n'existe pas. C'est Non, sûr, c'est pas possible. Après, il y a des adolescents, je crois, aux États-Unis, ça commence, où ça a commencé il y a une période, et après, c'est peut-être arrêté. Je crois qu'il y a eu un truc comme ça, il me semble. Mais après, si vous vous souciez vraiment de cette question de opérer les enfants comme ça avant l'âge qu'ils aient le consentement aussi, et de savoir qui ils il peut sont y et avoir tout des ça. traitements médicamenteux, mais plus à l'adolescence en réalité. Ouais, c'est là mais où il y aura les bloqueurs à la limite, quoi. Posez-vous la question des intersexes, parce Voilà. que c'est ce qu'on fait. Et les C'est- intersexes, enfin, par je veux contre, dire, c'est une nécessité, les gens. C'est-à-dire qu'un intersexe. Ça dépend. Ça dépend. On va dire, ça peut être une vraie nécessité, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais. Oui. Ouais, bah, alors après, j'en ai pas connu 10 000. Hein. C'est plutôt assez rare, donc voilà. Mais la personne que j'ai connue, c'est vrai que bon, bah, si, c'était une absolue nécessité au bout d'un moment, quoi. Enfin, Oui. c'est surtout comment. Parce que des fois, c'est pas. Enfin, comment vous dire, les intersexes, ça peut pas être bien toujours foutu. Enfin, parce que c'est compliqué. Et après, il y a la sélection aussi qui a pu être faite au début, hein, des fois, qui a été maladroite ou quoi. Donc, c'est toujours des conditions très particulières. Et eux, par contre, c'est vraiment une. Enfin, faut en prendre soin, quoi, parce que bah, c'est plus compliqué que d'habitude. Et souvent, ils finissent dans des métiers très particuliers et tout. C'est pas très drôle. Donc, bordel. Voilà. Et on en parle très peu des intersexes. Donc, malheureusement. Ouais. Oui, vas-y. Ouais, enfin, il y a des situations où tu es obligé de les opérer parce que en fait, la déformation atteint des organes vitaux, tu vois. Exactement. Mais il y a d'autres situations où c'est pas forcément le cas. Certes, ce sont des organes qui du coup sont bizarres, qui rentrent pas dans la norme. Genre après t'es hétéro, bah comment tu t'en sors avec un organe sexuel chelou? Bon bref, il y a plein de questions qui se posent. Sauf que ces enfants-là, on les opère quand même. Quand bien même c'est pas une situation vitale, tu vois. Et alors je vais vous dire une anecdote qui fait un peu froid dans le dos. Sachez que ces enfants-là, c'est plus facile de faire une vulve qu'un pénis parce que c'est plus facile de creuser avec un scalpel que de reconstruire de la peau. Donc en fait, la plupart de ces enfants-là, intersexes, on en fait des femelles. Pourquoi? Parce que bah, c'est plus simple pour un chirurgien de creuser, tu vois. Donc bon, c'est un peu crade, mais imaginez que ce sont un des... pénis, c'est pas enfin c'est compliqué. Voilà, ça marchera pas forcément. Bah, en on fait, parle, donc ça peut être plus ouais, handicapant, quoi. Donc, on parle littéralement de faire des vagins à des bébés de 3-4 mois, quoi. Donc voilà la situation. Ça vous inquiète? Va te faire foutre, Sandman. Enculé, ouais. La société se conforme L'alcool, peut-être pas non plus, hein, putain. à cette croyance qu'il serait possible de naître dans un mauvais corps. Ah non, là, ce soir, non, parce que je lui ai demandé de venir. Donc là, c'est le documentaire, l'ami. C'est justement pour avoir... Et après, on aura la réalisatrice, peut-être un de ces quatre, si jamais elle accepte de venir. Donc faut que tu sois sage dans le chat pour que justement la réalisatrice puisse venir. Voilà, il faut être sage. Aujourd'hui, il faut être sage. Changer de sexe. C'est la consigne du jour. Sans Changer de aucun sexe. égard c'est pour la parti. réalité ni la biologie. Mais est-ce que t'es opéré? Tout ce que j'entends, c'est que c'est pas raisonnable de finir comme moi en fait. Je devais jouer mon rôle de meuf, c'était pas un mensonge. Mais par contre, être ce que j'étais, c'était un mensonge. Mais comment détermine-t-on qu'une personne est transgenre? Voici la réponse de Mermaid, une organisation caritative britannique dont le rôle est de venir en aide aux jeunes trans et donner des formations sur la diversité des genres. Les féministes combattent les rôles traditionnels de la société depuis des siècles, sans prétendre pour autant être des hommes. Lorsque les stéréotypes nous emprisonnent, faut-il les remettre en question?
attendant, on est quand même 800, Sunman. Calme-toi, s'il te plaît. On est sage, s'il te plaît. S'il te plaît, Sunman, s'il te plaît. Ou bien mutiler son corps pour le faire correspondre au stéréotype de l'autre sexe. On se calme quand on parle de chirurgie. Bah tiens, Primum, tu pourras venir aussi. Tiens, toi qui es docteur, ça peut être intéressant. Et justement, on regarde ce documentaire. On a Moufette aussi pour amener un peu de contradiction. Moi, je suis l'observateur qui essaye d'être entre guillemets neutre. Mais même si, forcément, je suis un peu progressiste. Donc il y a des trucs où je trouve ça un peu appuyé quand même. Mais je me pose des questions. Je suis là, posons-nous des questions. De toute façon, et voilà, vas-y. De toute façon, pour ceux qui m'aiment pas, je vais pas rester. Hein. Je reste peut-être une petite heure. Après, j'ai des trucs à faire. Calmez-vous. Non, mais il y a des gens qui t'aiment bien, ils sont très contents. La minorité s'exprime, c'est normal. Bah après, voilà, c'est ainsi. C'est parti. La pierre angulaire de l'idéologie transactiviste, c'est... Oui, un épiphénomène, je suis d'accord. Oui, d'accord, vous avez raison. Être un peu le catalyseur du fait que certains s'intéressent aux transgenres, vers tout le monde. Bah non, là c'est quand même le public habituel en vrai. Enfin, c'est le public qui écoute beaucoup ce genre de sujet. Ça a toujours été ça, ma chaîne, Sunman, toujours. C'est la notion de genre. Mais Un qu'est-ce sondage, que le s'il genre? vous plaît. Non, mais Pour y voir plus clair, j'ai sollicité l'expertise Pas de Ziocoin sur les sondages. Pas de triche, pas de bits. Interdit les bits sur les sondages, sinon c'est pas des sondages. de mes amis féministes. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de parler de transsexualisme, on est dans le transgenrisme, il faut bannir le terme. Donc là, c'est Sophie Robert, la réalisatrice, avec donc un plateau pour pouvoir parler du sujet. Donc là, on va écouter un petit peu. Terme transsexuel pour parler de genre. Mais le genre, qu'est-ce que c'est que le genre? Je me tourne vers toi, Audrey. Le genre, c'est un stéréotype socio-sexuel qui s'applique, qui sépare la population selon son sexe et qui va imposer toute une série d'attributs, qui va assigner toute une série d'attributs tels que les couleurs associées à des comportements, donc le rouge et la Ça va être intéressant parce qu'on va faire un peu d'historique aussi sur le genre et comment ça s'est aussi installé par rapport au capital, enfin le capitalisme qui a installé ses codes aussi par rapport au genre. Donc on va voir comment ça a été dicté aussi au fur et à mesure. Donc c'est assez intéressant à ce moment-là. et l'affirmation de soi, le bleu et la pureté, la passivité. C'est contre-intuitif ce que je vous dis, parce que le bleu, oui c'est vrai qu'aujourd'hui, le bleu est assigné aux hommes, c'est la couleur des hommes de la vérité, mais tout au long de l'histoire, ça n'a pas été le cas, c'est l'inverse, c'était le rouge. D'ailleurs, on peut voir certains exemples. Alors là, limite, ça défend un peu du coup la théorie du genre dans l'idée, c'est-à-dire que en fait, les stéréotypes à l'époque, on s'en battait un peu les couilles, c'était limite, on ressemblait à des gonzesses à l'époque. Vas-y, juste avant. Non, t'inquiète, là elles sont en mode, elles expliquent, j'ai envie de voir où elles vont parce que moi je sens déjà où est-ce qu'elles vont aller. Mais ça va développer, tu vas voir. J'attends de voir, ouais. Tu vas voir. Exemple, Marie en bleu, voilà. Le bleu était la couleur des femmes, de la Vierge. Oui, de la Vierge. C'était la couleur de la Vierge parce que c'était le divin. C'était le divin, mais attention, c'était une couleur mixte, parce que les hommes, les monarques, s'en revendiquaient aussi. Donc souvent, ils étaient habillés de bleu, mais drapés avec quelque chose de rouge. Vous allez voir sur des tableaux de Titien, voilà. Là on a Dionysos qui est en rose. Et la femme en bleu. Donc le rose et le rouge, c'est pareil, parce qu'ils ne faisaient pas la distinction avec le rose. Le rose, c'était quand même une couleur attribuée aux garçons. Et très rapidement, ça passe à la couleur rouge des hommes, c'est-à-dire de la fertilité, du phallus et du sang, du Dieu sacrifié, de Jésus-Christ et des stigmates. C'est une couleur virile, le rouge et le rose, qu'on prête plus facilement aux garçons. Si vous regardez dans tous de l'époque, les portraits, les tableaux de l'époque qui s'étendent jusqu'au XVIIIe siècle à peu près, le rouge, ça reste les hommes, principalement. C'est comme les talons hauts que Charles Ier a contribué à populariser et qui vont escalader dans les rangs inférieurs de la noblesse. Ouais, le bleu c'était pour la royauté, effectivement. Après, c'était normal, les codes un peu. Couleur de la Vierge aussi, ouais. Oui, effectivement, la Vierge. C'est béni par. C'est normal. C'est terre sacrée, consacrée à l'époque, donc c'était légitime. Donc on continue sur la culture. Le bleu, pareil. Les talons étaient réservés aux hommes. Et au plus, ça signalait la noblesse du personnage. Donc il y avait un renchérissement, ils enchérissaient sur la hauteur, parce que les paysans, ils avaient histoire de classe. Pas pouvoir se promener dans la terre, dans les champs avec les talons. Le roi Soleil, évidemment, le roi Soleil. Il montre ses belles jambes. Oui, on est sur là, on est un peu sur les trucs qui n'ont pas trop de sens avec la théorie du genre, mais c'est pas grave, on écoute un peu quand même les trucs sur les codes vestimentaires. Petit bas blanc avec plein de fanfreluches. Accessoirement, il est poudré, perruqué, parfumé, mais c'est un apanage de la virilité. C'est le roi. C'est le roi viril par excellence. Pourquoi le rose maintenant c'est les filles? Roi viril par excellence. Jusqu'à quand le rose? Parce que c'était la couleur des. C'est des années 60 parce qu'auparavant, on habillait les enfants, parce que c'est du codage là pour le coup d'enfants. Auparavant, on habillait toujours les enfants en blanc. Pourquoi? Parce que d'abord, il n'y avait pas de contraception, donc on avait une tripotée d'enfants, donc les mêmes vêtements servaient jusqu'à à peu près 6-7 ans, en fait. Les mêmes vêtements servaient, etc. Et pourquoi le blanc? Pourquoi ne pas donner de couleur? Parce qu'on n'avait pas... Parce qu'on faisait caca. Des teintures aussi performantes et des fixateurs. Les enfants, en vrai, comment dire... Aujourd'hui, c'est un truc les gens pèteraient un plomb en voyant des choses comme ça, mais les enfants à cette époque-là, quand ils étaient élevés, on leur assignait pas forcément un genre au début, tu vois, genre. On avait des robes pour enfants, on les mettait aux filles ou aux garçons, donc t'avais des petits garçons avec des trucs de froufrou et compagnie, quoi.
La question se posait pas, à part à partir d'un certain âge, je pense, tu sais, vers 4-5 ans. Là, on commence à avoir des caractères de masculinité ou de féminité un petit peu. Donc, qui sont plus marqués. ça commence à... Bah justement, ça, ils vont y venir justement de l'évolution. Ouais. Alors là, ils vont expliquer pourquoi le blanc pour les enfants à l'époque. Parce que pour nettoyer le caca de bébé, il fallait les faire bouillir les vêtements. Il fallait pouvoir les laver à haute température. Le Il caca. fallait pouvoir les laver avec des lessives. On en très revient fortes. toujours au caca, Donc, les le copains, blanc, c'était je l'avais idéal dit. parce que voilà. Donc les enfants avaient tous des culottes bouffantes, bon, des couches en tissu. C'est plutôt vrai en soi, c'était plus simple. De diverses, voilà, jusqu'à l'âge où ils pouvaient être propres, des culottes Et merci bouffantes, Andonia des espèces de pour ton petites don. robes. Merci beaucoup. Ce sont deux petits garçons. Voilà, moi j'ai des portaient photos les cheveux longs et des robes. J'ai des photos de mon père dans cette tenue, avec effectivement. C'est vrai que mon grand-père, je l'ai vu aussi là-dedans. J'avoue, avec les petites bouclettes et tout. Sa mère, même moi, j'ai des bouclettes un petit peu. Cheveux longs, des robes qui n'étaient pas considérées comme des robes en fait, c'était des tenues d'enfants normaux. Et à partir des années 60 et du développement du prêt-à-porter pour Ça, c'est vrai effectivement notamment les enfants, là ils ont commencé à codifier les couleurs. Et évidemment le prêt-à-porter, ça veut dire on achète, on jette, on rachète, on jette, on rachète, on jette, Absolument, c'est bien plus sûr. on lave et on transmet sur plusieurs générations d'enfants. Et donc là ils ont La vraie critique de la société de consommation est finalement d'une sorte d'archétype du genre qui est fixé par le capital, hein, qui dit bon bah là vous allez acheter des trucs, on va les mettre spécifiquement pour hommes et garçons, comme ça on spécifie, comme ça on achète plus. Parce que si jamais les garçons ils peuvent porter du rose et les filles du bleu, bah non, parce que vous allez acheter moins des vêtements, faut que ce soit spécifique, comme ça bah, on achète encore un peu plus, tu vois, chacun son domaine et tout, et chacun a des spécificités, des variétés et tout, oh incroyable, moi j'ai du rouge et bleu, moi j'ai du vert, moi j'ai du... Là, c'est incroyable. ont commencé Mais à attends, il y a coder, des gens c'est qui vraiment à sont en partir de mode cette- elles racontent n'importe quoi et pour le coup. Non, là, c'est vrai, je sais là, pas, mais vous avez des clichés, elles mettent des photos et c'est genre. Ah, là, c'est vrai, pas les grave. gens, C'est- calmez-vous, c'est- Qu'est-ce qui vous choque pour que vous soyez Ah, pas pour, d'accord avec pour ça une fois qu'en plus vous faites va être d'accord avec le docu, calmez-vous. Hein. C'est vrai. Non mais c'est vrai, pour l'instant c'est plutôt vrai, justement. Et justement, le capital a amené ce côté, enfin le capitalisme et les gens qui se sont dit oh il y a un putain de marché là. Ils ont dit attends. On va dire les filles c'est en rose et les garçons sont en bleu, c'est quand même pas mal. années 60 qu'on voit cette séparation et cette vraiment assignation du bleu pour les garçons et du rose pour les filles. Et on reconnaît, et à partir de là, plutôt que de ne plus du tout distinguer... Alors non. moi c'est les bits que je reçois sur la langue, Salman. Les bits. Plein de bits. Envoyez plein de bits et des subs. Et des Paypal et des Tipeee. Enfant jusqu'à 6-7 ans s'il est une fille ou un garçon et qu'on les traite de la même façon, etc. Sachant que les enfants n'étaient pas scolarisés avant cet âge-là, hein, à cette époque. En fait, à partir de cette époque précisément, ça devient important de dire si un nourrisson est un garçon ou une fille. Et les codes couleurs, le petit bonnet bleu, les petits chaussons bleus, les petites... etc. Et ça a dérivé jusqu'à notre époque où carrément on a des maillots de bain sexy pour des petites filles de 3 ans. Donc c'est très récent, cette différenciation. Ah si, on a banni pantoufle, Salman, calme-toi. Mais hier c'était important, c'était drama. On a dit, hein, sauf énorme drama, c'était énorme drama. Je me suis fait tacler, c'était tellement violent. Tu te rends pas compte, toi. J'étais secoué psychologiquement. Tu te rends pas compte, Salman. J'ai eu double choc, il m'a quitté. Tu te rends compte? Sexuelle dès l'enfance par le vêtement et par la couleur. Très récent. Avec un Vous vous rendez compte, je me fais bannir par mes mécènes, c'est n'importe quoi. bornage, avec un stéréotype. C'est-à-dire qu'il y a un codif. Il n'y a rentrer pas dans du une tout de case. prise de distance par rapport au fait que ce sont des conventions sociales qui, par définition, sont mouvantes. Mais si on regarde dans le monde, à notre époque, est-ce que nous, avec nos lunettes eurocentrées du XXIe siècle, on serait capable de reconnaître un genre, c'est-à-dire un rôle socio-sexuel dans des populations et des peuples qui n'ont rien à voir avec nous? Par exemple, des guerriers. Mais la mouvance du Qui c'est? stéréotype. Hommes ou femmes? Mais c'était des hommes. C'était des hommes. Non, mais c'est l'illustration que de toute façon, les guerriers des sociétés traditionnelles se barrent pour aller combattre. Ils se maquillent, ils portent des vêtements voyants, des C'est ce attributs que je voyants. disais l'autre fois, hein. En gros, vous pouvez balader dans les peuplades, vous allez pas savoir quels sont les genres. Hein. Vous allez galérer, hein, des fois, hein. C'est comme ça. Hein. Là-dessus, et on me disait, mais non, tu dis n'importe quoi. Je dis, si, va dans des îles, dans des pays, même en Inde et tout, il y a des trucs, tu vas faire, je comprends pas trop. ouais, Bah, c'est comme ça, c'est pas grave. Ils ont pas de. Leurs stéréotypes sont pas les mêmes que les nôtres, c'est pas dramatique. Chacun, c'est la culture, tout ça. Voyants. Et d'ailleurs, c'était le cas des guerriers, des soldats, jusqu'au le pantalon rouge en Europe jusqu'à la Première Guerre mondiale et la guerre en dentelle jusqu'au XVIIIe siècle. Ils se battaient avec des fanfreluches, des trucs hyper voyants. Pour cet exemple-là, c'était des hommes au d'habits. Alors, c'était pas pour aller faire la guerre, hein. C'était pour attirer les jeunes femmes. Ils doivent se faire beaux parce que les femmes vont les choisir. C'est pour ça qu'ils étaient maquillés. Mais ce sont des codes de virilité. En fait, à l'époque moderne, nous dans les années 70, on avait d'autres exemples de la mouvance des codes de la virilité. Oui, on va montrer peut-être quelques exemples de tribus états-uniennes, nord-états-uniennes du XXe siècle. Ça, c'est Twisted Sister, monsieur qui d'ailleurs s'est fait connaître. Je trouve qu'on dirait tellement des woke à ce moment-là. Alors voilà, une tribu nord-états-unienne. Ça me fait rire. En étant parents d'élèves devant les tribunaux, etc., hein, pour défendre le rock'n'roll, voilà.
Motley Crue. Vince Neil, là, le petit blond au milieu, c'était un homme hétérosexuel et qui a dû littéralement ne pas laisser une seule femme s'échapper. C'est David Lee Roth. Ouais. Van Halen, vous connaissez Van Halen, Van Halen. Jump. Et David Lee Roth, il joue avec les Cohen, mais ou pas tant que ça, parce que finalement, à l'époque, ils étaient tous habillés comme ça, hein. Dans le glam rock, dans le rock, c'était la mode. C'était pas considéré comme efféminé. Pareil, David Bowie n'a jamais prétendu être une femme. Il a joué avec les codes Attends, c'est bien sûr que c'était considéré comme efféminé, c'était ça qui était subversif, c'est bizarre en fait. Ah ouais, mais on savait que c'était pas des femmes, il disait pas que c'était des femmes, tu vois. Mais non, mais c'était provoquant, bien évidemment. Oui, c'était provoquant, c'était le glam rock, quoi. C'était le glam rock. Oui, mais c'est bizarre de dire que c'est bizarre de dire que c'est pas considéré comme féminin. Bien évidemment que si. Oui, comme féminin, mais pas forcément comme être une femme en fait, parce que c'était un look qui était adopté même par les gens classiques, enfin classiquement. C'est pas dévirilisant. C'est féminin, mais c'est pas dévirilisant, c'est juste une autre virilité. Voilà, oui, c'est une autre façon d'exprimer la virilité, voilà. Et eux, ils peuvent se le permettre en plus, parce qu'ils ont un statut social qui permet en plus de l'affirmer encore plus. En fait, c'est vraiment une fille ou c'est une espèce... Mais vous arrêtez un peu, hein. Question sérieuse, mais j'en sais rien, moi, mais c'est... Oh, ce man. Ce sera le jour où, voilà, pas possible de poser des questions comme ça, là. Incroyable. Incroyable. Tu veux être un homme? Non plus, des Runaways. Choqué, vous la connaissez toutes. Annie Lennox, de Eurythmics. Le code de la variété, en France en tout cas, ça vient des Mérovingiens et ce qu'on appelait les rois chevelus en fait. Et ensuite Barbu, avec Charlemagne à la barbe fleurie, mais ça vient après. Mais les Mérovingiens, c'est les rois chevelus et c'était un signe de virilité et de royauté, de noblesse que d'avoir de longs cheveux pour les hommes. C'est pas un signe de virilité et de puissance guerrière. Moi, pour moi, dans l'idée, quand j'écoute ça, je me dis, bon, en fait, voilà, y a pas de problème, quoi. Et puis un homme a le droit d'être efféminé et une fille a le droit d'être une butch sans être pourtant avoir à se prendre pour un garçon. Ça n'enlève rien à la féminité ni à la masculinité qui réside uniquement dans le corps. Les organisations transactivistes s'appuient sur les stéréotypes de genre pour définir ce qu'est une personne trans. Au lieu d'aider les jeunes à les relativiser et s'en défaire, ah là, il y a la musique angoissante, c'est bien là. Ils considèrent ces stéréotypes comme l'expression même du genre. Mais d'où viennent-ils? En Occident, même dans les familles traditionnelles, la plupart des parents n'enseignent plus ces stéréotypes à leurs enfants. Même si l'égalité est loin d'être acquise, aujourd'hui les hommes font la cuisine, dansent et s'occupent des enfants tout en étant des hommes à part entière. Les mamans conduisent, enseignent, font de la recherche, dirigent des entreprises et des États. De plus en plus de femmes s'enrôlent dans l'armée et la police, tout en étant femmes et mères à part entière. Ah mais alors pour le coup, c'est l'un et l'autre à la fois. Ça veut dire que elle pose la question en mode c'est bizarre que le genre ça existe encore dans une société où ça se désexualise les métiers et tout ça. Mais en fait c'est l'un et l'autre à la fois, on le voit très bien. C'est-à-dire que pendant qu'on a cette progression, à côté de ça, on a des Aya Nakamura ou je sais pas quoi qui se dandinent. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire c'est l'un et l'autre à la fois. C'est tout à fait possible qu'on ait deux les femmes phénomènes. Peuvent avoir accès de plus en plus à des choses qui ont l'air masculines, comme des hommes vont faire des choses machin et tout. Et puis même au niveau du genre, effectivement, où ça commence à... où il y a toujours des archétypes aussi. Enfin, oui, enfin, on va écouter ce qu'ils veulent développer. On va écouter ce que mais la sexualisation, elle continue de devenir de plus en plus forte des corps, tu vois ce que je veux dire, des corps féminins. Bien surtout. sûr, bien sûr. Ça continue. Après, ça ne s'arrêtera jamais. Ce sera toujours... parce que le corps féminin sera toujours vu comme un truc ultra sexualisé. Malheureusement. Je dis pas que c'est une bonne chose, hein, mais c'est... En gros... hormones, c'est pas une mauvaise tout chose non plus. Ouais. Non mais voilà, c'est les hormones, ça c'est que voulez-vous. Non mais quand ça dérive comme Magla, c'est vrai que c'est compliqué quoi, ça va être dur à justifier. Mais on va dire que bon, on comprend. Mais par contre les gars, des fois vous êtes des tordus quoi, c'est pas possible. Ne faites pas ça, hein. Faites pas des deepfakes, vous êtes complètement tarés les gars. Non mais ça va pas. Hein. C'était ouf quoi, c'est pas possible. Pardon, on écoute. Merde, mon documentaire. Non mais voilà, merci. Oh attention, ça c'est droit d'auteur ça. J'ai pas confiance. Voilà, oui, elle a une belle voix, très belle voix. Très belle voix, très belle voix, jolis cheveux. Très beau micro. Joli micro. Passé par la porte depuis la perte d'influence des religions, les stéréotypes de genre sont venus en force dans les foyers par le biais des écrans. Ce sont des stratégies marketing des industries du jouet et de l'image. Depuis des décennies. Assassin's Creed halal qui m'a fait. Oui, effectivement, oui. Après bon, c'est vrai que les références, après c'est vrai qu'Ubisoft en pinkwashing ils sont très doués, mais bon, c'est. Mais non, c'est pas ça, c'est juste que ils ont recentré l'image, on voit pas que c'est Valhalla, mais du coup ça devient Assassin's Creed halal, ça me fait rigoler. Ouais, ils sont un peu bêtes, Mais après ça c'est le côté, voilà, et de l'image. On va regarder Depuis des décennies, la télévision, le cinéma et l'industrie des jeux vidéo les sursignifient à travers des personnages hypersexués qui exercent une influence considérable sur les jeunes au moment même où ils forgent leur identité. Et là par contre ça va être les points où on peut poser des questions et ça va être intéressant, c'est les influences aussi des réseaux sociaux, des gens qui s'exposent, des influenceurs, parce qu'en gros ça va être aussi ça le fond du documentaire, c'est que
Bon, ça parle de transition, des jeunes ciblés, mais quelque part, il y a aussi des influenceurs qui vont parler à des très jeunes. Donc là, on va aller vraiment sur ce domaine-là. La journaliste Abigail Shrier a étudié l'épidémie de transidentité chez les jeunes filles dans un livre remarquable, Dommages irréversibles. Cette vague est... Alors, je connais pas, je connais pas Abigail Shrier, donc ce serait intéressant de se renseigner. Bon, c'est un pamphlet anti-trans, énième pamphlet. Hein. Moi, j'en ai entendu parler, mais bon, je me suis pas intéressé à quoi bon. Tu vois. Enfin, okay. Pourquoi pas si pour chaque jour. Attendez, je retrouve juste mon passage. passage. J'ai le discours. J'ai envie de te dire, je sais ce qu'il va y avoir dedans. Hormonale. L'épidémie de transidentité chez les jeunes filles dans un livre remarquable, Dommages irréversibles. Cette vague est survenue dans une génération d'adolescents addicts au smartphone, happés par les réseaux sociaux et centrés sur... Semaine, joue pas trop hein, parce que je vais pas manger des pâtes quand même, faut pas déconner, t'inquiète. Enfin, je sais pas, faut pas abuser, calme-toi quand même. Calme-toi, la confiance, j'ai une ligne éditoriale, je suis pas non plus si, je suis pas un sugar daddy, quoi, on se détend. Sur leur ego, la génération Z a vu se réduire considérablement la possibilité d'interagir en groupe, au moyen d'expériences concrètes, comparativement à celles de leurs parents. Le nombre de jeunes trans identifiés a connu un bond pendant le confinement. C'est bien, t'as bien fait de voter toi quand même. C'est juste des gens qui dansent là. Ouais, là c'est les gens qui dansent. Mais on va voir TikTok. Juste, mais après là, c'est vrai que les exemples des fois sont un peu. Voilà. Mais on va voir. Tellement boomer ce docu. Après ça, c'est vrai que bon. Mais justement, ce serait bien de discuter avec Regardez, il danse. On va voir justement TikTok. Il le danse phénomène. sur TikTok. On va voir le phénomène TikTok. T'as les droits d'auteur là, putain. Ah merde. Fils de pute, j'ai mis ce clic. Voilà, non mais c'est surtout c'est ça. Attends, c'est ça leur exemple pour dire qu'il y a une génération transidentifiée, parce que moi je peux t'en trouver des débiles aux cheveux roses. Alors justement, on va continuer. Vas-y, on va voir les exemples. Merde, le son. Putain, fils de pute. Attention, des sauts d'humeur. Ça c'est moi que je parle. Comparativement. Voilà, attendez, on prend les exemples. La télévision, le cinéma et l'industrie des jeux vidéo les sursignifient à travers des personnages hypersexués qui exercent une influence considérable sur les jeunes au moment même où ils forgent leur identité. La journaliste Abigail Shrier a étudié l'épidémie de transidentité chez les jeunes filles dans un livre remarquable, Dommages irréversibles. Cette vague est survenue dans une génération d'adolescents addicts au smartphone, happés par les réseaux sociaux et centrés sur leur ego. La génération Z a vu se réduire considérablement la possibilité d'interagir en groupe, au moyen d'expériences concrètes, comparativement à celles de leurs parents. En gros, faire nick-nick au lieu de se toucher à travers un écran. En gros, je traduis, c'est éviter de vous tripoter à travers un écran, c'est pas mal. Mais après, bon, si elle est consentante et que vous êtes consentant, démerdez-vous. Mais montrez pas vos gueules, ou sinon montrez pas vos bites. Enfin, je sais pas, démerdez-vous, ou vous montrez pas en fait, évitez. Le nombre de jeunes trans identifiés a connu un bond. Cachez-vous, mettez-vous la tête dans un sac là, putain. Pendant le confinement. Le a dit Grindr sans PPA. Grindr, je connais pas. C'est quoi Grindr? Ah, c'est le truc de rencontre, c'est ça. Ah, le truc de rencontre d'homo. C'est le truc où Danny, il met pas sa tête, c'est ça? C'est ce que j'ai entendu dire. Un espace hyper violent, non, c'est très violent Grindr. Ah, ouais, c'est là où ils se font péter la gueule. Ah si, je connais. Non, bah oui, c'est là où ils se font péter la gueule. Mais en fait, c'est violent dans les relations, c'est qu'il y a aucun filtre. Il y a pas mal d'homos sur ces applis, c'est en mode je t'envoie ma queue, on se rejoint, on baise et ça ne discute plus jamais, tu vois. Il y en a, c'est leur vie, tu vois. Ça peut être violent, non, on va pas de ban man non plus, mais arrête de titiller, putain. Oh, ça c'est l'alcool, Arrêtez de picoler les gens. On regarde les gens danser TikTok. Go. Oh, calmez-vous là. Mais c'est la monde de ce ban, c'est quoi ce monde? Vous êtes vraiment dans la cancel culture les gens, c'est incroyable quoi. Vous êtes vraiment des cancelleurs tous en fait. Vous êtes des cancelleurs fous quoi. L'adolescence est un passage... les droits d'auteur là, c'est bon là, on se calme. Ingrat où le corps change de façon hétérogène, comme si chaque membre avait décidé d'évoluer à sa propre vitesse. Plus tout à fait des enfants. Oh là, cette vidéo est démonétisée absolument. Soutenez les yeux, Claudie. Mais encore loin d'être des adultes, les ados sont soumis à des tempêtes hormonales. Elles provoquent des sautes d'humeur et un sentiment de décalage inévitable à cet âge de la vie. Leur corps les bombarde d'hormones sexuelles, alors qu'ils sont encore loin d'être prêts à s'engager dans une véritable relation d'adulte. C'est pas faux. Le cerveau humain n'atteint sa pleine maturité qu'à 25 ans. C'est pas faux. L'adolescence est l'âge où l'on quitte le giron familial pour se créer ses premiers liens sociaux dans un groupe. Les jeunes se préoccupent de la façon dont ils sont perçus par les autres. Ils se jaugent, se jugent et s'exposent sur les réseaux sociaux. Ça c'est vrai par contre. Et les réseaux sociaux augmentent ce phénomène effectivement. Ah, c'est pas faux. Moi j'aime bien Victoria's Secret, des meufs à 1m80, 55 kg, je m'identifie. Comment se sentir bien dans sa peau si l'on se compare aux héros bodybuildés et aux bombes aux jambes fuselées, au moment même où votre corps semble vous trahir? Merci beaucoup. Allez-y, montrez à Summan que vous aussi vous avez de la moula. Merci beaucoup, Happy Wheel.
Tandis que les avatars des jeux vidéo permettent à n'importe qui d'endosser n'importe quel stéréotype, dans l'anonymat le plus total. C'est vachement bien les jeux vidéo. Attention, hein, Sophie. Par contre, moi, je veux bien te recevoir, mais tu touches pas aux jeux vidéo, s'il te plaît. Hein, quand même, laisse nos avatars et tout. On s'amuse. Moi, j'ai toujours des avatars gonzesses. J'adore ça. Ça bon. Les hommes, ils sont toujours ridicules, alors que les gonzesses, bon, faut dire ce qu'il y a. Elles sont. Voilà quoi. Vous avez vu Nier Automata? Quelle boule. L'industrie du cinéma. Je suis désolé, non, mais c'est vrai, quelle boule. Un Dioclo qui veut féminiser la société, hein. Soros. Hein. Non, mais ouais, j'aime bien. Moi. Et là, Soros, hein, envoyé par Soros. Bah ouais, non, mais après, j'aime bien. C'est comme ça. C'est vachement plus agréable. C'est quand tu joues Chris Redfield, t'as les boules, quoi. Quand tu joues Jill, c'est vachement plus agréable. Je tiens à le dire. Bien sûr. Après, ça achète un plug et ça se après, met ça dans le cul, hein. Oh non, jamais de la vie. Non, rentrez rien du tout, s'il vous plaît. Laissez-moi, on a du tranquille, monsieur, madame. Laissez-moi tranquille, tous. Laissez-moi tranquille. On Je écoute. dois faire et défaire les codes artificiels qu'elle a elle-même créés. Qui c'est mieux en vrai, les mecs? Moins d'1m85, je les vois comme des Playmobil. Ouais, non, mais c'est vrai que ouais, toi, t'es une perche, hein, putain. En popularisant les nouveaux héros trans. Ces dernières années, les personnages trans mis en valeur par l'industrie du Alors par contre, les personnages trans mis en valeur par l'industrie cinématographique comme va dire Adam, non, c'est vrai qu'ils abusent par contre. Mais honnêtement, voilà ce que j'allais te dire, c'est genre les personnes qui sont concernées, ils disent putain, ils abusent quand même quoi, c'est genre. Ouais. Non, nous on est saoulés par Netflix et tout. C'est que c'est en plus, Education, tout ça, enfin t'es là, oh bon, d'accord. Mais et des encore fois, ça va, c'est Education. Des fois, il y a des bons personnages, il y a des bons films, mais c'est rare en fait. Enfin, la plupart du temps, c'est genre c'est waouh, regarde Brenda, je suis transsexuelle. C'est ça. Et t'as 10 épisodes là-dessus, mais t'en as rien à foutre du personnage trans. Et même pour les trans, hein, croyez pas, nous ça nous fatigue. Hein. Bah, même faites des bons personnages trans, arrêtez d'en foutre partout. C'est genre. C'est même sur TF1, j'ai vu, là, ils avaient mis des personnages trans, du coup, c'est des sortes de personnes qui sont même pas trans en fait. Hein. C'est pas des personnes. Voilà, c'est des personnes non binaires, on va dire. Mais du coup, il y a un côté très ridicule parce que ça ressemble pas à. Enfin, la réalité est un peu différente, mais enfin, malgré tout, quoi. Il faut arrêter. Pareil, moi, on me dit tous les jours que je suis le sosie de Hunter Schaeffer, je le vis bien et ça m'arrive presque tous les jours. Bah, après, oui, non, mais c'est sûr que. De toute façon, voilà, quand t'es une personne en plus en transition, tu vas tomber sur des gens qui vont te comparer, soit de l'un ou de l'autre côté, qu'importe. Bon, bah après, tu t'adaptes aussi. Hein, il faut arrêter d'imaginer que tout le monde soutre et forcément ultra chiant avec ça. Mais on écoute du coup le phénomène sur les trans à la télé. Cinéma ont évolué du vieux drag queen pathétique et touchant à des personnages beaucoup plus jeunes et... Attendez, le vieux drag queen pathétique et touchant. Ah, à l'époque c'était mieux que maintenant, c'est ça. Je suis pas sûr ça par contre, hein, vraiment je suis pas sûr. Convaincant. C'est le message à l'époque t'avais des... T'avais Pédale Douce, t'avais tous ces trucs là, ouais, je sais pas. Ouais, mais tu sais, t'avais les films d'Eddie Murphy ou compagnie, où, tu vois, où ça se grimait en mode... Mais après, c'est pourquoi pas, hein, c'est vrai. Pour un acteur, c'est une performance sympa de jouer l'autre sexe, tu vois, mais après c'est toujours fait dans des proportions où c'est genre des... Comment ça s'appelait des grosses trannies. Comment ça s'appelait ce film? Vous savez, l'autre qui se déguise en femme pour garder ses enfants, il fait la nounou là, ça s'appelait comment? Tom Hanks. C'était pas Tom Hanks, c'était l'autre là, c'était un comique. Putain, pas Madame Doubtfire, hein, je parle d'un autre. Tootsie, les gens, non, pas de Madame Doubtfire. Non, vous êtes des. Putain, non mais. Vous êtes... Tootsie, putain, c'est avant encore. Souvenez-vous, avec le gars de Redman. Souvenez-vous de ça, Tootsie, c'était une tuerie ça. Putain, Tootsie. Non, pas Tootsie, c'était Tootsie, Dustin Hoffman, c'est ça, Tootsie. Non, Tootsie. Je sais plus. Bah, c'était vachement bien ça. C'était vachement bien. Très bon film, je vous le conseille. Doubtfire, c'est différent encore, c'est un peu différent. Né par la magnifique série de Netflix Sense8. Sense8, oh j'ai pas aimé Sense8, c'était une daube infernale quoi. Comment justifier des grandes partouzes avec des gens ultra connectés parce que c'est la même personne, c'est n'importe quoi. C'est très très chiant. Moi je passais les moments partout. Ah, quelle horreur. Moi, bref, j'étais avec des gens New Age qui regardaient ça, c'était un cauchemar. Vous êtes encore sur Doubtfire les gars, putain merde. Excusez-moi, vous avez du retard. Des bisous, à tout de suite. Le personnage central, Nomi Marks, est interprété par un homme transidentifié femme. Ce personnage n'est pas seulement présenté comme authentiquement femme, mais profondément féministe. Bien que blanche et bourgeoise... Alors c'est vrai qu'il y a énormément ce côté... j'ai vu un film avec ma femme l'autre fois, c'était quoi ça s'appelait comment? Je me souviens plus. Le titre, c'est un truc de merde, genre Mon amour nous dépasse, je sais pas quoi là. Et en gros, c'est une meuf féministe qui rencontre un militaire. Et en fait, elle est ultra woke et tout. Et en fait, elle commence à admirer le mec parce qu'il a la jambe éclatée et qu'il a perdu du monde sur le terrain et tout. Et en fait, la conclusion, c'est vous avez une femme féministe, c'est pas grave. Si vous êtes un homme viril et que vous avez fait la guerre et que vous êtes pris un éclat d'obus dans la jambe, vous allez la séduire quand même. Parce qu'elle va s'occuper de vous. Et du coup, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Et en fait, ils ont un gros problème avec leur propagande politique Netflix parce que c'est toujours en demi-teinte pour plaire à tout le monde. Genre, autant aux progressistes, autant qu'aux un peu réactionnaires de droite, trumpistes et tout. Et du coup, ils vous mettent les deux en même temps, qui tombent amoureux et dans des situations impossibles,
qui ferait que normalement ils se seraient déjà entretués au moins 10 fois quoi. Mais non, eux ils font une histoire d'amour qui est complètement claquée au sol, mal filmée, mal mise en scène, et après bah, c'est Netflix quoi. Et du coup tu te dis bon, au bout d'un moment vous foutez un peu de notre gueule. Syndrome de Florence Nightingale. C'est quoi ça? Nightingale? C'est quoi? Je vous aime tous, surtout mort. Merci. Nomi Marx est désignée comme plus opprimée que toutes les victimes du monde, parce que prisonnière d'une horrible famille traditionnelle et bigote, prête à tout pour lui refuser d'exprimer sa véritable identité. Après, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est pas ouf, hein, on va dire. Là, par contre, c'est vrai que si on prend le cas de l'homosexualité aux États-Unis, les trucs de déconversion, les machins et tout, ils sont quand même assez vénères, quoi. Après, ils peuvent quand même mieux vivre peut-être que nous sur certains aspects, mais pas sur tout. Oui, vas-y. De toute façon, c'est une société qui approuve les enfants, tu sais, éprouvettes, là, je sais plus quoi, donc bon. Les enfants éprouvettes? Oui, après, oui, effectivement. Tu sais, les enfants que tu fais pour soigner un autre enfant, genre, en gros, c'est une banque d'organes, l'enfant, tu vois, enfin, bon, bref. Donc, je sais pas si t'avais vu ces trucs-là. J'ai vu passer ça, mais après je savais pas qu'ils étaient en mode. Bah après ils font plein de choses, hein, c'est le libéralisme à outrance, donc bon. Après le PMA et tout, ils s'en foutent un petit peu. Enfant médoc, ah oui, c'est vrai, oui les enfants organes quoi, oui d'accord, oui je vois le délire, c'est ça, ok. Matrix. Ah oui, alors bon, est-ce que je donne mon avis là-dessus? Je pense quand même que les gens qui sont dans le cinéma et tout, c'est un peu différent. Et que des fois il y en a qui se font des excentricités. Bon, après c'est mon avis, hein, voilà, je veux pas juger. J'ai rien compris à ton avis. Hein. Il y en a qui ont les moyens de se permettre des excentricités. Et, je pense que les sœurs Wachowski, qui étaient des frères avant, je pense que eux par exemple dans leur délire un peu New Age, je suis pas sûr que ce soit forcément des... Je sais pas, je suis jamais convaincu. Là j'avoue c'est un peu différent. Je sais pas, parce que c'est très New Age. Parce qu'elles font aujourd'hui. Parce qu'elles ont une croyance déjà ultra New Age de base en fait. C'est très... pseudo-kabbalistique, voilà, New Ageuse, voilà, énergético, machin, truc. Donc je me dis, la transition, pour eux, ça peut justifier beaucoup plus par leur croyance que leur dysphorie, tu vois. Vraiment. Sur le phénomène américain, quand t'as des millions et tout, je pense qu'il y a des gens qui se tapent des délires un petit peu différents et qui sont pas forcément du fait de la transidentité. Après, attention, c'est mon jugement de valeur de merde. Ah non, mais c'était un peu en mode. Je précise bien. Oui, non, je précise, c'est mon avis de merde. Hein, attention. Zioclo qui gatekeep la transidentité. Non, mais moi, j'ai pas de. Moi, je pensais que tu parlais du film et de la théorie sur Matrix. Moi, j'ai pas de problème avec leur transidentité. J'ai un problème avec les gens qui veulent à tout prix voir en Matrix une genre de, tu sais, d'énigme trans. En fait, non. Elles étaient au placard à cette époque-là, donc Matrix, ça ne tournait pas autour de ça. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça dans les affects qui ont permis d'écrire le film, mais ça veut pas dire que Matrix. Moi, je parlais vraiment de leur façon d'aborder le monde, vraiment. Mais après, c'est parce que je connais un peu les personnages et tout, et je me dis bon, après, ça peut être. Mais après, c'est une façon de juger un peu. Hein. Attention, ça. Le petit monde de valeur. Et voilà, exactement. Et puis c'est le milieu des acteurs qui ont beaucoup de pognon, qui peuvent se permettre énormément de choses. Donc c'est pour ça que je dis ça spécifiquement pour eux, hein, je précise bien. Et il y a Primum qui me dit putain, mais ça se fait aussi en France avec les thérapies, avec la fratrie. Juste, vous savez pas ce qui se passe en France. Et c'est vrai que t'as raison. On fait ça aussi, oui. Effectivement, quand voilà, t'as un enfant qui peut mourir, tu peux avoir cette thérapie de fratrie, effectivement. Oui, effectivement. Mais après, je crois pas qu'on élève un enfant pour le buter, si. Il me semble pas. Si, je sais plus. Je crois. Bah, c'est pas pour le buter, mais s'il meurt, tant pis. Ouais, je sais plus. Ça fait partie du risque si l'enfant meurt. C'est bon, c'est la médecine, quoi. C'est compliqué. Après, c'est compliqué l'éthique médicale. Encore, c'est un autre sujet. Je vais pas rentrer dans ce débat. Ça va me faire tuer par Primum en même temps. Là, déjà que je suis à moitié transphobe, si je commence à devenir anti-médical, ça va être compliqué ce soir. Un drama chacun. Les réalisateurs de la série, les frères Larry et Andy Wachowski, sont devenus les sœurs Wachowski, Lily et Lana. You honoring me than it is about me honoring you. Il y a aussi le côté un peu, bon après je sais pas si c'est des jumeaux ou pas, je crois pas, il me semble pas, mais c'est vrai que le hasard faisant deux frères, deux personnes qui auraient des dysphories, et en plus au niveau statistique ça me paraît un peu fou. Après peut-être que alors pour le coup non, parce que si tu pars en fait sur comment dire l'étiologie de tout ce qui est homosexualité, transidentité, t'as Jacques Balthazar, un Belge qui chez nous c'est ça, comment il décrivait les études, parce qu'il est traduit en fait. Voilà, et en fait, ce qu'il expliquait, c'est que dans une fratrie, tout ça, en fait, à partir généralement, c'est pas les aînés qui sont homosexuels ou transsexuels, ça arrive plus tard. C'est le troisième, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, deuxième, troisième, et ensuite, plus t'as d'enfants, plus il y a de probabilité qu'il y en ait plus, tu vois. Donc et en gros, ça rejoindrait la théorie un peu de, bon, vu que de toute façon, s'il y a assez de garçons pour
pour perpétrer voilà, le gène. Après, tu peux avoir aussi d'autres garçons et ça gêne pas en fait à la sociabilité et tout. Donc en gros, c'était une hypothèse. Hein, je dis pas que c'est forcément ça, mais c'est une hypothèse qui est exploitée aussi dans tout ça, parce qu'on sait pas forcément pourquoi en fait. Hein, c'est pas forcément explicable pourquoi il y a des homosexuels ou pas. Enfin voilà. On s'est juste constaté que oui, ça apparaît plutôt statistiquement sur le 2e, 3e enfant. Que voilà, c'est souvent sur des fratries effectivement que par exemple il y a plus d'homosexuels hommes qui sont réellement homosexuels et par contre chez les femmes il y a beaucoup de bi, façon de parler, par adaptation aussi, c'est-à-dire que des femmes qui seraient battues, violées et tout vont peut-être aussi aller vers des femmes et après revenir vers des hommes, etc. Donc il y a plus de transition, façon de parler. Alors c'est peut-être pas après il y a comme de switch, mais voilà, son espèce de numéro de magicien là qui fait à chaque fois tu sais avec les doigts. Ça aussi c'est fascinant quand même, c'est que Balthazar en gros il est face à un amphithéâtre, une audience et tout, il l'avait fait chez la Thèbes, à Sermandax, où il dit en fait il y a aussi une probabilité qui existe, qui est pas sûre à 100%, mais qui est quand même assez visible, c'est que quand vous avez votre alors c'est quoi, c'est l'index et c'est quoi l'autre doigt, tu sais il y a l'index, le majeur et après c'est lequel, l'auriculaire, non je ne sais plus. Auriculaire, c'est pas le dernier? Non, je ne sais plus. Je ne suis pas un pro des doigts. Mais vas-y, je te laisse finir. Bon, bref, vous avez votre index et vous avez le doigt après le majeur. Donc, entre le petit doigt et le majeur, vous avez l'annulaire, voilà. Et en fait, lui, il dit vous avez une certaine chance d'être homosexuel si vous êtes un homme et que vous avez l'index et l'annulaire de la même taille. Ouais, c'était ça. Non, de la même taille. Ça, ouais. Et inversement, chez les femmes, quand c'est pas vraiment. Non plus. Voilà, c'est tout, c'est juste. Il n'y a pas de raison forcément, c'est juste qu'on remarque ça. Après, est-ce qu'il y a un vrai lien, ça c'est autre chose. C'est juste que statistiquement, par contre, ça marche. C'est plus ça. Donc, ça marche, comment dire, ça marche pas toujours, mais il y a une part significative où ça marche. Mais est-ce que ça veut dire quelque chose? Pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire? Là, par contre, ça veut pas dire que c'est un fait. Ça peut être juste. Non, ça peut être du bullshit, justement. Enfin, du bullshit, c'est juste ce qu'on appelle en fait, causalité ne fait pas. Enfin, corrélation, causalité, voilà, c'est pas exactement la même chose, quoi. Faut pas les confondre. Et après, il y a des gens qui sont là en mode c'est très what the fuck et tout ça. Moi, je vous invite à aller écouter Balthazar. C'est quand même un type qui a 30 ans de métier dans la biologie. C'est un biologiste qui étudie les animaux à la base. Alors attention, quand il dit le truc des doigts, il me semble, c'est quand même pour expliquer que tu ne peux pas déterminer pourquoi et est-ce que ça détermine quelque chose. Ça peut pas prouver forcément que. Non, ça prouve rien en fait. C'est juste que on remarque ça, mais est-ce que ça veut dire quelque chose? Pas forcément en fait. C'est ce qu'il appelle, je crois, facteur indiciel. Ça veut dire qu'il estime qu'autour de l'homosexualité, il y a une sorte de. Il y a plusieurs facteurs indiciels qui permettent de dire que. On a potentiellement une piste pour observer ça, mais ça c'est juste un indice parmi d'autres. La Victoire, désolé, t'es hétéro du coup, et t'es un mec hétéro, désolé pour ta Victoire. Bah oui, je suis désolé. Alors tiens, on a Primum Nocere, Primum non Nocere, excusez-moi, Primum Nocere, pourquoi pas. Primum non Nocere qui est là. Bonsoir Primum. Est-ce que j'avais quelque chose à nous dire pour l'instant? Tu peux te démuter. Tu m'entends ou pas? On t'entend. Bonsoir. Non mais là non mais. On n'a pas dit trop de conneries. Si, mais je vais pas reprendre tout parce que sinon ça va être très très long. Désolé. Ouais, je conseillerais à la. On a déjà discuté. C'est Moufette, hein, c'est ça? Ouais. On a déjà discuté Moufette quand tu étais venu la dernière fois. Vraiment, hein, quand tu parles de médecine, mets des pincettes dans ce que tu affirmes, hein, parce que. Tu fais des affirmations par exemple sur la chirurgie ou sur les dingueries qui se passent sur les enfants pour les traitements sur de la fratrie. Honnêtement, si j'étais toi, je serais beaucoup plus raisonnable prudent sur mes assertions. Mais alors c'est quoi ton contre-argument? Mon contre-argument? Ouais. Bah, déjà, ce que tu racontes sur la chirurgie, c'est faux. Oui, pourquoi? Parce que c'est pas plus facile de faire un trou que de pas faire un trou. Enfin, je veux dire, faire un trou en chirurgie, c'est difficile, c'est compliqué. On reconstruit avec ce qu'on a. Donc, c'est la reconstruction, c'est mon métier. La reconstruction, c'est mon métier, donc voilà. On reconstruit avec ce qu'on a. Est-ce qu'on parlait du vagin et voilà, de vaginoplastie, mais de à ce moment-là, en fait, tu peux l'appliquer sur les fentes, par exemple, tu sais, les fentes labiopalatines. On referme des fentes labiopalatines. Oui. À l'âge, sur des âges très, très jeunes, genre un mois, c'est la première intervention sur la fermeture de fente. Alors qu'on manque de tissu, on est obligé d'en retirer pour pouvoir refermer. Salut Jean-Noël.
Oui, il y a de la C'est-à-dire que contradiction. on est déjà en manque de tissu, mais malheureusement, la chirurgie fait qu'on ne peut pas faire autrement. Et on fait ça, et on sait très bien que les conséquences, par exemple, des fentes labiopalatines sont des conséquences de la chirurgie primaire. Mais est-ce qu'on peut accepter socialement et dans le développement d'un enfant, etc. hein, c'est ça non, pas du tout. C'est quoi Les gens qui ont un faciès de fente, ça se voit. Tu sais, ils ont la cicatrice sur la lèvre. D'accord, oui, mais ils ont un... Ok. Et en fait, toutes les conséquences de ça, tout ce qu'on voit des gens qui ont des fentes, ils n'auraient pas ça s'ils avaient été opérés à l'âge de 8, 9, 10, 11 ans. Sauf que, est-ce qu'on peut accepter qu'un enfant ait une fente labiopalatine complète jusqu'à l'âge de 10 ans parce que ça permet d'avoir des meilleurs résultats? Non, c'est une balance qui est très compliquée en chirurgie. Alors, une question qui revient, c'est mais pourquoi plus souvent des vagins que des pénis du coup? Mais alors ça, déjà, ça c'est une affirmation que moi je n'ai pas. Enfin, tu vois, moi je l'ai jamais entendu dans mes études. Hein. Moi je l'entends très souvent dans les milieux Oui, internet. d'accord, mais c'est pas parce que tu l'entends que c'est vrai. Bah oui, mais donc c'est pas parce que tu l'as pas entendu que c'est faux. Ouais, d'accord, mais sauf que moi c'est mon métier. C'est-à-dire que Bah moi oui, je l'ai mais les appris ça. intersexes c'est leur corps. Non, mais moi je l'ai appris ça, si tu veux. C'est-à-dire que moi je l'ai appris. J'ai jamais entendu dire que c'était plus facile de faire un vagin que de faire un C'est vrai que pénis. c'est ce qu'on entend beaucoup dans le milieu. Après, j'ai pas la confirmation, moi, d'un médecin qui fait de la chirurgie, pénoplastie, vaginoplastie, etc. C'est-à-dire que moi j'ai fait de la chirurgie plastique infantile. J'ai jamais entendu ça. Jamais. Puis c'est vrai que quelque part, moi, de ce que j'ai entendu en médecine, parce que j'ai aussi fréquenté du coup des médecins beaucoup, il n'y a pas de chirurgie légère en fait. Enfin, il n'y a pas de. Voilà, y a rien qu'une anesthésie, c'est lourd en fait. C'est à partir de là, c'est lourd. On peut discuter parce que les anesthésistes ont fait énormément de choses sur leur protocole, mais par ça exemple veut pas dire sur que c'est la. dangereux, forcément, je dis lourd dans le sens de ça a un impact quoi, sur le corps et tout, donc ça demande quand même voilà, donc une opération. Et tu vois, voilà, par exemple, moi, c'est mon métier. Et je resterai hyper prudent sur ça. C'est-à-dire que de ce que je sais de la chirurgie, je pense qu'on va au plus près de ce qu'on a sous la main. On va pas s'amuser à créer un vagin spontanément là comme ça si on n'a pas le terrain qui permet de faire ça. Tu vois, c'est-à-dire que si c'est spontanément de ce que je sais de la chirurgie, c'est pas comme ça que je pense que ça fonctionne. Mais encore une fois, tu vois, je ne sais pas. Et bien, je préfère largement me taire plutôt que d'affirmer quelque chose juste parce que ça va dans mon narratif. C'est ça que je dis en fait. Et pareil, hein, les trucs où il se passe des dingueries aux États-Unis où on fait des bébés juste pour soigner l'autre. Ouais, mais ça se fait en France aussi, hein, les traitements sur la thérapie du sang du cordon, les trucs comme ça, où on a bien vérifié que dans le cadre d'un désir d'enfant, d'un nouveau désir d'enfant de la fratrie, et si on a une possibilité de faire quelque chose, oui, on va sélectionner le truc pour le diriger vers quelque chose qui peut rendre service. Mais c'est pas fait forcément spontanément pour ça, et puis on crée pas un bébé pour le tuer après, quoi, c'est ça. Vous vous rendez compte des dingueries, quoi? Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Mais c'est pour ça, moi j'exagérais bien entendu, mais je suis d'accord que oui, dit comme ça, je veux pas que vous preniez au premier degré, c'est pas une réalité. C'est pour ça que je disais plutôt les organes, il me semble d'ailleurs, c'est pas forcément. On peut faire des greffes de moelle, de cellules souches, de sang du cordon, de plein de trucs, tu vois. Mais cellules souches, exactement, souvent. Le plus souvent. Mais d'accord, ok. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Et de ce que tu as vu du documentaire, là, pour l'instant, t'en penses quoi? J'étais arrêté au même endroit. J'étais arrêté au même endroit que ce que vous étiez là, donc je l'écoute en même temps, en fait. Ok, bah on va écouter la suite, justement. Et ça va être intéressant. Comme ça, voilà, vous aurez un peu de contradiction, parce que certains disaient c'est une propagande woke. Eh bien, non. Mais je ne parlerai pas du tout de la transidentité ou des trucs comme ça. Moi, je vous parle vraiment juste de médecine et de chirurgie. C'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue sur le médical uniquement. Et c'est justement, c'est un point de vue qu'on peut avoir en plus. Et ça fait un peu de discussion. Non, cigarette, absolument. Pourquoi? C'est ce qu'elle est un enfant médoc, c'est fort probable, mais un enfant médoc qui teste le système immunitaire, quoi. C'est en terrain hostile et tout, quoi. C'est vraiment ça. Non, mais l'idée, c'est si les parents ont un nouveau désir d'enfant et que on a la possibilité de faire une sélection, on va dire, pas une sélection, mais disons une optimisation de ça, ce qui peut permettre de sauver une vie, on va pas se priver en fait. Hein. Et on dit les opérations précoces et réversibles sur les enfants intersexes, au cas répondant à une nécessité médicale, que ce soit associé au choix thérapeutique, les personnes intersexes, dès lors que le degré de maturité le permet. En 2019, les comités consultatifs nationaux d'éthique lui a préconisé de circonscrire des opérations précoces irréversibles sur les enfants intersexes. Voilà, cas répondant à une de manière, en nécessité médicale. chirurgie, quelque chose qui est irréversible, on n'aime pas. Non, voilà, on le fait pas. Donc maintenant, je vous rappelle que c'était plutôt à l'époque, oui, il y avait des erreurs. On est en France. On n'aime pas trop faire de vasectomie et de ligature des trompes parce que c'est irréversible. Donc, voilà, ce serait très incohérent en fait. Donc ça, on est bien d'accord que non, en fait, aujourd'hui, en tous les cas, c'est sûr et certain. Mais c'est récent quand même comme réflexion.
tant mieux, tu vois, c'est récent. 2019. Mais je récent, veux dire, mais en fait, ça date. qu'est-ce que t'en sais? Attends, je te Qu'est-ce parle. que t'en sais Je te parle. C'est durant le mandat de François Hollande où il a pris la parole pour dire faudrait peut-être arrêter dans nos pays de faire ça, quoi. Mais, putain, mais François Hollande en médecine, il y connaît rien. Oui, je pense que Ah oui, mais c'est pas grave. et tout, c'est Là, avant, on quand parle même. du président. Le président, il fait une déclaration sur la médecine. Il dit c'est vrai qu'on a un problème avec les intersexes. On les opère sans consentement. Ça pose un problème pour les adultes que ça devient et le corps que ça leur laisse, tu vois, d'essayer de les faire entrer dans cette binarité alors que leur corps est pas destiné à ça et que ça crée des complications plus tard pour essayer de corriger l'évolution de cette opération, tu vois. Enfin. Voilà, c'est sous le mandat de François Hollande, si tu veux, je te trouve l'extrait où il en parle. Hein. Mais je m'en fous de ce que dit François Hollande. Moi, ce que je veux savoir, c'est quoi la réalité du terrain, pas la réalité du terrain qu'on donne comme ça. Moi, je te parle de qu'est-ce que disent les stats et qu'est-ce que disent et c'est quoi les techniques chirurgicales et les protocoles chirurgicaux qui sont associés à ça. Tu vois, moi, je te parle pas de qu'est-ce qu'on dit, je te parle de c'est quoi la réalité du terrain. Tu vois, c'est ça dont moi je te parle. Le milieu médical, c'est pas les déclarations. Par exemple, moi je vais donner un exemple, c'est sur le Covid. Il y avait tout le discours sur le masque, sur les protocoles de soins, on se questionnait même sur Raoult et tout. Nous, à l'hôpital, c'était bouteille d'oxygène, c'était l'anticorticoïde, je me souviens plus du nom, mais voilà, c'était un anticorticoïde pour pas que... Voilà, c'est ça. Et il y avait un autre truc aussi, alors je me souviens plus de son nom, mais pareil, c'est un anticorticoïde. Et après, sinon, c'était l'hôpital, hein, oxygène, parce que voilà, la saturation qui baisse. Donc voilà, la réalité du terrain et ce que les gens racontent pendant un temps, etc. Et surtout que pendant très longtemps, les gens disaient il n'y a pas de traitement. Bah si, le traitement, c'est ça, c'est l'oxygène plus voilà, la pseudo-cortisone, quoi. Mais sauf que, voilà, c'est tout ce qu'on a. Et ça veut pas dire que c'est parfait. Mais effectivement, ce qui est dit, par exemple, à l'époque, je pense sur les intersexes, c'est une déclaration du président pour faire plaisir, etc., une communication. Mais après, c'est vrai que l'éthique médicale et la manière dont fonctionnent les hôpitaux, machin, et comment on prend en charge quelqu'un, je pense que c'est quand même un peu différent. Et on se questionnait déjà avant, à mon avis, que le président, quoi. Enfin, c'est vrai que la déclaration d'un président ou même d'un comité consultatif, c'est un peu différent de ce que fait l'éthique médicale et de ce que font les protocoles médicaux, il me semble. Donc c'est vrai qu'il y a une évolution qui se fait. Si tu veux, j'ai la source, celle qui affirme que réaliser des sexes féminins étant plus simple, la plupart des bébés deviennent des filles, mais souvent l'opération affecte ou altère la sensibilité des organes. Pour ces médecins, faire une foufoune est une façon de ne pas trop en faire au boulot, à comparer avec certains qui traînent tout le temps sur Facebook au bureau. Bon, ça c'est tel qu'il est écrit dans le bouquin, et la source c'est Bodies in Doubt, An American History of Intersex, Elizabeth Reis, Johns Hopkins University, 2009, page 136. D'accord, donc voilà, c'est un livre, c'est un avis d'opinion. Ah non, mais les médecins, ils écrivent des livres aussi. C'est pas une... Non, mais attends, on s'en fout que ça soit un livre. Parce que pour lui, c'est un avis. Non, mais moi, je t'ai donné la source pour que tu remontes à la source, que si ça t'intéresse, tu vois. C'est-à-dire que... Enfin, ouais, bref. D'accord. Non, mais comme ça, t'as la source. Comme ça, t'as la source. C'est un travail universitaire. Après, là où je vais rejoindre Primum sur l'aspect de la source, c'est-à-dire il y a la qualité de la source en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui donne son opinion sur l'évolution. Il est plus facile de faire des foufounes. On est sur de l'avis extrêmement pointu, quoi. C'est ouais, voilà. C'est pas. Bon, Voilà, c'est pas le but. Sinon, tu vas pas avancer dans ton documentaire. Pas de soucis, oui. J'étais pas venu pour foutre le bordel. Pardon. C'est pas grave. Non, mais c'est intéressant. Ça permet de discuter aussi de justement la différence entre le monde médical, la façon dont on s'occupe des gens réellement, c'est-à-dire voilà, t'as un cancer, t'as un problème avec ton corps et ton identité, ton sexe, etc. Machin. Bon bah c'est pas pareil que voilà le fait de militer, d'être concerné peut-être, mais d'être de l'autre côté. Et c'est vrai que j'avais remarqué, et ça c'est un truc que je vais dire avant de relancer le documentaire. Déjà l'autre fois quand on avait fait le débat et tout sur l'aspect médical et on parlait de la maladie, de la reconnaissance du mot maladie, etc. Machin pour les traitements et tout. J'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte de méconnaissance souvent du milieu médical et peut-être même une méfiance du milieu médical par rapport à ça, genre comme si peut-être ils ne comprendraient pas, etc. Alors qu'ils font un effort énorme pour justement essayer de comprendre tout ça, je pense, mais bon. On va écouter le docu. Mais attends, je précise, parce que du coup, bah oui, il a raison. C'est d'où vient la source. Après, tu peux creuser de ton côté, Primum, hein, si tu as envie de... Voilà. Mais Elizabeth Reis, elle est professeure à l'université de New York et elle étudie, elle apprend l'éthique médicale, les techniques de reproduction, les technologies de reproduction.
et la politique de santé des femmes et des trans et compagnie, quoi. Voilà, bon bref, c'est un peu voilà, une universitaire de Ça plus. permettra de... c'est bien, ça alimente Tu veux t'intéresser au sujet. la discussion. Mais je pense que sinon il serait pas là si ça s'intéressait pas au sujet, tu sais. Non, non, moi je parle juste de la médecine. précaution qu'il faut. Ouais, je parle juste médecine et chirurgie, c'est En juste même le temps, domaine dans lequel je suis c'est compétent. un peu- Moi je c'est un parlerai peu- pas du reste. Et je vais Dans me le taire à sujet, partir il y a de maintenant, beaucoup- parce que sinon je. Dans le sujet, il y a beaucoup de médecine. Du calme, t'as 8 heures de route dans les pattes. Donc voilà, repose-toi tranquillement. Voilà, justement, on va écouter le docu. Je vous laisse écouter. Je mets un peu plus grand. Je vais juste aller faire un café en 2 minutes. Je vais pas l'épicer, vous inquiétez pas. Je mets ça comme ça. Et comme ça, on écoute. Tout le monde est sage. Moi, je vais écouter aussi. Et c'est parti. Let's go. Happiness, it's not a finish line that you cross in your life. It's a journey. Yeah, sure. But, you know, I'm speaking my truth and I'm living my truth, and that's important for everybody to be able to do that. Les transactivistes présentent leur démarche comme un infranchissement des normes de genre. Mais au lieu de combattre ces stéréotypes sexués, ils les renforcent, voire même les enseignent, puisque la seule réponse proposée aux adolescents mal dans leur peau est de fuir leur corps pour adopter les stéréotypes de l'autre sexe. Cet idéal cosmétique représente un virage à 360 degrés pour revenir exactement au même point de départ, la glorification des stéréotypes sociosexuels. La génération des 15-20 ans est aujourd'hui sommée de répondre à cette injonction sociale, promulguée par ceux-là même qui prétendent les en libérer, pour se rapprocher le plus possible d'une norme cosmétique idéale. Sous le rouleau compresseur de l'idéologie du genre, un homme n'a plus le droit d'être efféminé et fier de l'être. Il doit s'identifier à une femme et se conformer aux stéréotypes féminins. Une femme n'a plus le droit d'être butch et heureuse de l'être. Elle doit s'identifier à un homme et se conformer aux stéréotypes masculins. La plupart des personnes queer sont homosexuelles. Bien que le transactivisme soit issu du mouvement queer, qui signifie étrange, bizarre, il a fini par contredire son essence même, le droit à l'ambiguïté sexuelle. L'idéologie du genre fait peu à peu disparaître les homosexuels. Je me genre au masculin depuis 1 an maintenant, un peu plus officiellement dans ma famille et dans mon intimité ces derniers mois. C'est un processus assez long et tout ça, je le mentionne ici parce que tu vois, limite, quitte à me troller, tu vois, troll-moi avec les vraies attaques, je sais pas, dis que je suis devenue psychotique et donc que mon masculin est une psychose, enfin tu vois, fais le truc, mais genre en tout cas sache que je me genre au masculin, voilà, donc c'est une façon de s'adresser à moi. À la base de la définition de la transidentité, il y a la notion de dysphorie de genre, ou d'incongruence de genre. Le terme décrit le sentiment de détresse et de souffrance ressenti par les personnes dont l'identité sexuée ne correspond pas au sexe qu'il aurait été, selon la terminologie consacrée, assigné à la naissance. Contrairement à ce qu'affirment les transactivistes, le sexe n'est pas assigné à la naissance, il est simplement constaté. Il n'existe pas de spectre sexué. On est homme ou femme, point. Les transactivistes se sont appropriés la problématique des personnes intersexes pour propager l'idée qu'il existerait un spectre sexué et rejeter le sexe au profit d'une identité genrée autodéterminée. Cet amalgame est totalement mensonger. Les personnes intersexes souffrent d'un ensemble de pathologies développementales spécifiques, extrêmement rares. Il en existe plus de 40 formes différentes. Dans certains cas, effectivement, le sexe est assigné à la naissance, dans la mesure où l'examen des organes génitaux externes d'un bébé ne permet pas toujours de déterminer son sexe avec certitude. Dans ces situations rarissimes, un médecin peut parfois se tromper. Les personnes intersexes luttent âprement pour qu'une identité sexuelle ne leur soit pas chirurgicalement imposée dans l'enfance, afin de leur laisser le temps d'attendre que leur développement sexuel si particulier et spécifique à chacun suive son propre chemin. Voilà, donc bon, je suis une fille, j'essaie de me maquiller et tout, mais c'est ce que je renvoie. Mais contrairement aux personnes intersexes, les trans ont des organes sexuels parfaitement normaux et fonctionnels. La condition des personnes intersexes entraîne chez elles de lourdes conséquences somatiques qui sont fabriquées artificiellement dans un corps sain chez les personnes trans. Certaines personnes naissent avec 6 doigts, sans oreilles, ou sans aucune pigmentation. Ces anomalies du développement n'invalident pas le fait que l'être humain est conçu pour posséder 5 doigts à chaque main, 2 oreilles et une peau pigmentée. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know Bon, les homos, vous allez disparaître là, vous êtes pas prêts. Le docteur Lisa Lichtman, chercheuse à l'université de Brown aux Transformez-vous en États-Unis, femme, est la là. première à avoir Démerdez-vous. étudié spécifiquement. Ouais, il y a eu une partie sur l'intersexuation en disant que oui, les intersexes c'est vrai, ça existe, et les trans ils veulent faire comme eux et ils justifient ça par les intersections. Voilà. Bon, là, on va aller sur. On va aller au Maghreb un petit peu aussi. Ne vous inquiétez pas. On veut les liens de Moufette, s'il te plaît. Oui. Pardon. Ah oui, moi j'ai envoyé un lien dans le chat, je sais pas, ça n'est peut-être pas apparu. Oui, je veux bien qu'un modérateur envoie le lien de la chaîne de Moufette, s'il vous plaît, en même temps. Et la chaîne de Prima aussi. Ah, de ma faites la chaîne. pub. Oui. en même Ah, temps. vas-y. Vas-y. Mais Ah, dans les ce liens. truc-là, Vas-y. alors je réagis juste sur l'intersexuation. Enfin, je veux dire, quand bien même tu peux faire un truc en disant que les personnes trans ont justifié à partir de l'intersexuation, bon, je veux dire, c'est bien gentil, mais ça, moi, dans ma situation, ça prend pas en compte le fait que j'ai pu exister. Et je le rappelle, un enfant de 5-6 ans qui se pose ces questions et ça c'est jamais sorti de ma tête. Donc combien même tu veux dire que les trans justifient par ci, par ça,
il existera toujours des enfants qui se poseront ces questions très tôt. Donc à partir du moment où tu n'adresses pas à cette réalité-là, pour moi, bon, la critique, voilà quoi. Il faut, enfin, je veux dire, moi je veux bien accepter les critiques. Intersexe égale trans, bah, la critique du docu, c'est pas faux. Bah ouais, moi je veux bien entendre les critiques, mais si vous prenez pas en compte la réalité qui est qu'il y ait des enfants qui très jeunes comme ça se mettent à parler de ça et que ça les poursuit toute leur vie, bah la critique, bon. Bah, là c'est une personne concernée qui dit ça aussi, hein. Donc après ça dépend aussi de quoi elle parle exactement. Je sais pas, Victoire, faudrait que tu précises vite fait dans le message. Vous faites, a-t-elle un OnlyFans ou un mime? Putain. C'est des vraies questions. Non, moi je fais des BD porno. Ah ouais, c'est vrai que tu fais des BD porno. Allez voir, il y a des trucs sympas, il y a des jolis vagins et tout. Parce que par contre, les organes génitaux des intersexes ne sont pas fonctionnels et sains. Ça c'est une connerie. Fonctionnel, ça dépend. Je crois que c'est plus compliqué du coup du côté mâle que du côté femelle. Enfin, quand tu veux faire un garçon, une fille, on va dire. Quand tu veux faire, une plastique, une chirurgie. Et derrière, par contre, dans tous les cas, c'est forcément tellement lourd comme opération que oui, il y aura des choses qui seront moins efficaces. Voilà, ça marchera pas pareil. Voilà. Enfin, c'est pas exactement, voilà. Autant, tu verras pas forcément la différence, toi, à l'œil nu comme ça peut-être, mais la personne, bon bah voilà, elle pourra pas tout faire pareil, c'est logique. Enfin, tu vois. Enfin, je sais pas si je suis clair. Sperme, tout ça, c'est pas pareil, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas comment vous dire. Voilà, bref. L'augmentation vertigineuse du nombre de jeunes trans, particulièrement des jeunes filles qui cherchent à obtenir des bloqueurs de puberté. Alors ça, j'aimerais bien savoir aussi les sources. C'est pour ça que j'aimerais bien l'inviter, la réalisatrice, pour connaître un peu aussi sur quoi c'est basé. Ah bah voilà, là, ça parle de Littman. Tu vois, la source que je te disais sur des transitions, c'est Littman. Bah, c'est parce que Littman, mais là, elle va parler de Littman à l'époque où elle avait fait son étude controversée. Là. Alors c'était apparition brutale de dysphorie de genre chez les adolescents et jeunes adultes, Lisa Littman. Des hormones sexuelles contraires et des opérations chirurgicales pour devenir trans hommes. En interrogeant leur famille pour comprendre leur parcours, elle a mis en évidence un phénomène de contagion sociale, désormais connu sous le nom de Rapid Onset. Oui, à l'œil nu, oui, mais je veux dire, voilà, comme ça, voilà. Sur des photos, mais alors, je contextualise l'étude parce que bien sûr, ça va pas en parler, mais là, ce qui lui a été reproché, ça veut dire que là, dans le documentaire, c'est en train de nous présenter l'étude en disant, ça s'est intéressé aux familles pour savoir un peu les parcours de transition. Sauf qu'en fait, ça s'est intéressé à des familles très spécifiques, c'est que son échantillon, c'est un forum de gens qui se regroupent pour se plaindre de leurs enfants trans. Tu sais, c'est un forum où les gens sont en mode oh là là, il y a une contagion, qu'est-ce qui se passe, mon enfant est trans, est-ce que c'est vrai ou pas, tu vois. C'est-à-dire que déjà, c'est un forum qui est politiquement orienté dans un sens. Des personnes qui sont plutôt inquiètes, voire qui ont une panique morale autour des trans. Mais en gros, avant elle était anti-trans et maintenant elle est pro-trans, je comprends pas. Non, c'est pas ça. C'est que ça, en fait, ça reste une chercheuse. Ça veut dire quand bien même elle a un avis qui est orienté. Même, hein. Bah voilà, sa méthodologie sur cette étude, elle a été critiquée parce que c'est clairement une mauvaise méthodologie. Enfin, ne serait-ce qu'au sens, tu sais, en dehors de ce que tu veux faire dire politiquement à ton étude, la méthodologie de l'étude est flinguée, tu vois. C'est même pas une question de transactivisme ou quoi que ce soit. Mais ça reste quand même une chercheuse. Donc elle a fait d'autres études et ces études, elles sont pas toutes biaisées. C'est-à-dire qu'elle a des études plus sérieuses, et y compris sur la détransition, où j'ai pu lire l'étude de long en large pour vérifier aussi sa méthodologie, et pour le coup c'est une étude qui est assez honnête. D'accord. Ok, bon, à voir effectivement, et je vais regarder Lisa Littman, les études qu'elle a pu faire sur la transidentité, et on écoute ce qui va être dit. Cette gender dysphoria, dysphorie de genre d'apparition rapide. Certaines de ces ados ont vu l'ensemble de leur cercle d'amis proches La devenir dysphorie trans de genre d'apparition rapide. Ok, je connaissais pas, j'avais déjà écouté mais j'avais pas fait gaffe. Ok. du jour au lendemain. But there's one story that really drives home this issue Il y a about une histoire qui illustre vraiment bien ce problème d'enfants qui influencent des enfants. kids influencing kids. There were Ces deux cas sans rapport l'un avec l'autre. 2 cases unrelated where these kids were Ces enfants étaient avec leurs copains à with their l'école. peer groups at Ils sont school arrivés à la and came to the conclusion qu'ils conclusion étaient that they were transgenres. transgender. The kids, Ces enfants ont tous les deux passé un été the kids, dans both un of them environnement actually différent. spent a summer away, Et du coup, ils ont changé de sexe. just in a different environment, made new friends, Et ils se sont fait de nouveaux amis et ont eu des relations amoureuses. Du coup, had romantic relationships, and while they were away, they dans cet concluded autre contexte, ils ont conclu qu'ils n'étaient pas vraiment transgenres après tout. L'amour, ça peut vous faire perdre la boule, hein, les gars, je vous le dis. that they really weren't Oui, bah, transgender pareil. after all. And these kids
were Quand ils sont revenus, bon, bref, ils When étaient they came terrifiés à l'idée de faire face à leur groupe de copains. Du coup, ils sont redevenus transgenres. Non, je rigole. were terrified to face Pardon, their ils peer étaient group terrifiés d'y aller dans leur and groupe de asked their copains. parents. Ils ont demandé à leurs parents de les transférer de lycée parce qu'ils n'ont pas affronté ces gens-là. C'est toujours Lisa Littman. Bon, je comprends pas trop Lisa Littman. Elle est bizarre, du coup. Elle a l'air de... Elle défend, elle Tu comprends attaque. pas Bah si, non, mais là, en gros, elle explique que, en gros, ils changent de genre comme de relation sociale, quoi. Oh, bah ça peut arriver, c'est des enfants qui se cherchent, tu vois. Donc voilà, les enfants très influents. Bon, mais je veux dire, par rapport, vu que tu l'as cité et tout, je me dis, je sais pas trop comment me fier à cette dame. Je ne sais pas si elle est fiable ou pas, je ne sais pas. Ouais, mais en fait, moi j'ai le même constat. C'est juste que elle, son constat, ça lui permet de dire, oh là là, il se passe quelque chose de dangereux avec la transidentité. Moi, j'ai envie de dire, bah oui, c'est juste une recherche d'identité, de sexualité, tu vois, comme les gosses à une époque le faisaient au travers de certains courants musicaux ou de certains styles. Et tu vois, il y avait plein de façons, tu vois. Ouais, mais c'est pas Moi, pareil, moi, quand ça me même. choque pas. Ça me choque pas que des enfants cherchent et finalement se trompent, tu vois. Ouais, enfin, C'est être pas grave. gothique, c'est pas vouloir changer d'identité totalement au niveau de l'aspect sexuel, du genre, etc. C'est quand même très différent. Ça peut, c'est plus impactant, je pense, je sais pas, peut-être que je dis une bêtise. Hein. Je vais dire une grosse bêtise, j'allais dire, c'est plus impactant psychologiquement, peut-être, et même au niveau de plein de choses. Enfin, je sais pas. Ah bah moi je peux te dire qu'il y a des gens dans le Gothique, tu gothisme peux arrêter d'être gothique demain, tu vois. Il y a des gens dans cette influence-là qui sont rentrés dans des dynamiques SM en se disant que c'était cool et finalement ça leur plaisait pas, tu vois, par exemple. Oui, voilà, oui. Mais après, ouais, mais est-ce que c'est le gothique qui t'amène au SM ou c'est Un petit d'autres peu. choses? Parce que c'est Un le petit milieu peu. gothique et aussi l'aspect sexuel qui est dedans, mais du coup, le gothique n'est qu'un apparat pour masquer d'autres choses, tu vois. Enfin, je sais pas. Comme le milieu électro, tu vois, où il y a beaucoup de gays, mais est-ce que l'électro ça rend gay? Non, est-ce que les gays sont fans d'électro? Absolument pas forcément, c'est juste que ils écoutent de l'électro plus actuellement, quoi, je sais pas, enfin je sais pas. Bah, bizarre, je sais pas. Bon, bref, je vais dire des bêtises, je vais m'enfoncer, je me tais. On écoute le documentaire, on se tait. Parents to help them transfer high schools so that Ils ont they demandé à wouldn't leurs face parents de les these kids transférer, because donc, they were concerned et that ils these craignaient kids que wouldn't ces enfants ne understand. comprennent pas. They would mock them, they Qu'ils would se treat them moquent like a d'eux traitor. et les traitent And comme des both of traîtres. these families Ces deux familles ont pu déménager et échanger leurs enfants de were lycée. able to relocate C'est horrible. and help Ouais, quand même, hein, franchement, les gars, ils sont dans un mindfuck total. Hein. Ils déménagent leurs enfants et tout pour ça, quoi. Ah bah ouais, mais J'ai vécu des trucs bien pires que ça. Et j'ai là pas pour déménagé. le coup, s'il y a une grosse critique à faire quand même au milieu LGBT de ce point de vue-là, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas comment gérer les erreurs de parcours et des transitions. Tu sais, ils sont en mode ils oh là là, cancel, mais ouais, c'est un peu cancel en fait parce que tu donnes une mauvaise image de trahit. nous parce Ouais. que parce qu'ils sont habitués à ce que les gens qui détransitionnent, ils finissent dans des médias genre des médias russes ou compagnie pour faire des témoignages où ça dit oh là là j'ai été influencé, donc ils ont peur de ça et donc ils ont une mauvaise réaction. Mais au contraire en fait les personnes qui détransitionnent, tu peux être bienveillante avec, tu peux dire bah c'est pas grave, c'est ta vie. Faut être bienveillant avec tout le monde en vrai. Hein. Au moins, Claude, tu sais quand tu vas dire des conneries. Ah, mais moi je sais que je vais dire des grosses bêtises, c'est quand j'ai pas réfléchi à la question. C'est genre, je sais que je dis un truc qui sort de ma tête là, comme ça, sur le moment. Donc je sais que ça va être une connerie, il y a plus de chances que ce soit une connerie qu'autre chose. Après, si je réfléchis à la question et que je me mets à réfléchir, c'est autre chose. Et là, voilà, c'est pour ça que je sais quand je dis un peu plus une connerie que d'habitude, quoi. C'est pour ça que je prends des précautions, toujours d'usage. Devenir sectaire par peur de la critique, c'est basé. Non, c'est pas basé. Non, mais en vrai, nous, c'est une critique qu'on fait envers parce que genre, on n'est pas J'ai les les commentaires, LGBT. hein, calmez-vous. Vas-y. Oui, non, mais c'est une critique qu'on fait aux LGBT de ce point de vue-là. C'est qu'il y en a quand même beaucoup mais surtout quand ils sont jeunes, hein. Quand ils sont pas trop politisés et tout, ils ont peur en fait de cette question de la détransition, alors qu'on peut l'aborder sereinement, tu vois. Notamment parce que des transitions qui se passent mal, il y en a pas tant que ça. Je veux dire, quand bien même les gens regrettent et tout ça, c'est pas forcément des gens qui ont de l'animosité envers les trans. D'accord, très bien. Et puis franchement, vous faites, c'est pas quelqu'un à qui vous pourrez faire le procès du cancel ou je sais pas quoi. En plus, franchement, je l'ai prévenu à la dernière seconde. Elle fait le plaisir d'être présente pour quand même apporter un peu d'éclairage malgré tout, même s'il y aura peut-être des erreurs de dit sur l'aspect médical et tout. Donc ça peut être intéressant malgré tout. Et comme quoi, ce n'est pas l'apanage de tout le monde, donc ça fait plaisir. Et on écoute la dame, Lisa. Je te laisse parler, Lisa. Je te traduis. Donc les enfants de leur lycée, ils ont déménagé du coup, hein, voilà, parce que les parents, ils savent pas gérer tout ça. C'est compliqué. Bon.
Les travaux du Dr Littman Bravo les parents aussi. ont déclenché une levée Transphobia sexe. Voilà, on écoute. de bouclier des transactivistes et l'ostracisme frileux de ses pairs. Mais comment douter que les jeunes soient influencés par la culture dans laquelle ils baignent, ainsi que par le comportement des autres jeunes? Pourquoi la transidentité serait-elle le seul domaine exclu de ce phénomène d'observation courante? Je fréquentais quelqu'un quand j'avais 18-19 ans, qui est un homme transgenre. Et du coup, on a pas mal parlé du fait qu'il y avait quelques petites choses Putain, avec le tatouage à la lip pump là. qui me dérangeaient, moi, avec ma féminité, mon rapport à mon genre assigné, et des choses qui me mettaient dans un inconfort. Et de fil en aiguille et de discussion en discussion. Enfin, un inconfort, c'est pas une dysphorie, les gens là, voilà. Là, par exemple, là. C'est vrai que je suis sur un cas où, genre, ok, bon, madame, t'hésites, mais genre, c'est juste quand t'as rencontré le monsieur, mais avant, t'avais pas l'air de te poser 10 000 questions, là, je sais pas, ça a pas l'air très. Bon, on écoute. Alors, au pire, on va voir ce qu'elle dit. Voilà, mais exactement, on va écouter. Mais bon. Tu vois, c'est pas. Madame, c'est pas grave. calmez-vous, mais voilà, calmez-vous quand même. Hein. Mais on écoute, madame, excusez-moi, je veux pas m'emballer. Il a pu, en fait, poser des mots sur ce que je ressentais. Ouais. Et m'orienter pour faire des recherches, en fait, tout simplement, et me rendre compte qu'en fait, oui, il y avait une communauté. Première année. Après, oui, bon, d'avoir une communauté, de savoir qu'il y a des gens comme toi, ok. Mais je trouve que c'est très mal exprimé en fait. Mais après, bon, jeunesse, maladresse, pas influenceuse, voilà. Non, mais je lui en veux pas. C'est la jeunesse, tout ça, je comprends. Excusez-moi, mademoiselle, je ne vous veux qu'un mal. Je suis désolé. Né sous testostérone. De la testostérone. On avait vu d'ailleurs 11 mois sous T, c'était vachement intéressant et moi je trouve ça beau, pas beau, dans le sens où c'est vachement, voilà, je sais pas, je trouve c'est très marquant, donc voilà, enfin beau, peut-être pas le bon terme, mais c'est marquant, j'avais trouvé ça incroyable, donc voilà, j'avais trouvé ça incroyable, c'est peut-être le meilleur mot, incroyable. Je me rendais pas compte à quel point c'était impactant sur si court terme, voilà, c'est incroyable. Bien avant les travaux du Dr Littman, de nombreux médecins avaient observé l'augmentation phénoménale des demandes de réassignation sexuelle chez des adolescents sans Ça c'est pareil, j'aimerais bien des datas là-dessus, c'est intéressant. aucun antécédent de troubles de l'identité sexuelle. Des datas sur ce qu'elle affirme, là, sur le fait qu'il y a vraiment une augmentation de gens qui n'avaient jamais eu d'antécédents là-dessus et tout, et qui d'un coup font des demandes de transition ou en tous les cas de réassignation sexuelle. Donc à voir. Parce que il y a deux phénomènes, ça veut dire que soit il y a une bonne partie des gens avant qui vivaient au placard toute leur vie, donc du coup ces gens-là n'étaient pas comptabilisés parce qu'ils disaient rien, tu vois. Et ensuite les transitions se faisaient sur un panel d'âges très différents. Ça veut dire qu'à l'époque, tu pouvais, on en trouve encore aujourd'hui dans l'ancienne génération, c'est que tu as des papis et mamies qui s'affirment et qui s'assument très très tard, tu vois. Ou alors des gens qui ont fait des enfants, qui sont mariés et qui ensuite, comme Mariko, tu sais la mère là, typiquement ce genre de profil. Mariko, elle l'a fait très tard, voilà. Puis même à l'époque, il y a eu, moi c'est un exemple que je donne souvent, l'une des premières transitions très connues en France, c'est une franc-maçonne du coup. C'est un franc-maçon à la base, grand maître du Grand Orient, je crois. Non, c'était même pas du Grand Orient, je crois que c'est la Grande Loge, pas féminine du coup, mais... du droit humain, me semble-t-il. Ouais, je crois. Ouais, et le droit humain, du coup, grand maître de loge, un jour se pose des questions vraiment là-dessus et tout, et dit bon les gars, les frères, je vais devenir votre sœur. Est-ce que ça passe toujours? Ils ont dit ouais, allez, c'est bon, vas-y rentre. Et c'est devenu la première loge mixte. Donc voilà, premier cas vraiment important aussi qui avait marqué dans les médias parce que ça avait été un peu médiatisé aussi. Donc voilà. Donc comme quoi, c'est pas quelque chose qui se faisait forcément avant et qui a été mis de plus en plus, effectivement, parce que c'était acceptable aussi. Donc et à l'époque, voilà, dans le documentaire, ça va être dit, à l'époque, semblerait-il, il n'y avait pas spécialement de femmes qui allaient vers l'homme et que c'était surtout des hommes qui faisaient des transitions, etc. Et semblerait-il, le phénomène s'inverse, façon de parler. Enfin, il y a de plus en plus de femmes, semblerait-il, je dis bien, par rapport au documentaire, qui feraient le truc. Et après, la question se pose de est-ce que c'était acceptable à l'époque qu'une femme puisse transitionner en tant qu'homme? Toujours plus acceptable. Je sais pas, parce qu'à l'époque, ça avait l'air d'être suffisamment rare pour qu'elle dise que ça n'existe quasiment pas. Et même dans l'histoire, c'est plus acceptable. Ça veut dire que dans les traces qu'on a, par exemple, au Moyen-Âge de possibles transidentités, tu vois, c'est des transitions femmes vers hommes. Et c'est généralement dans les monastères. Ouais, mais ça explique quand même que c'est assez rare en réalité par rapport à des vraies transitions. Je parle de gens qui auraient fait la démarche de transitionner. Il y a plutôt justement l'inverse, c'est-à-dire des hommes qui transitionnent vers des femmes. Après, j'ai pas les dates, mais de nos jours, à l'époque, oui. À l'époque moderne, oui. Mais dans l'histoire, quand tu cherches des témoignages historiques, ça a été plus facile d'en trouver autour de femmes qui deviennent des hommes parce que c'était moins dégradant, tu vois. Alors qu'à l'inverse, c'était genre pour les chrétiens, c'était ouf, tu vois, de devenir une femme. Pourquoi vouloir devenir une femme? Tu vois, alors que des femmes qui deviennent des hommes, ça pose question. Il y a eu des moines, vous pouvez trouver, il y a même sur certaines églises, il existe même des bas-reliefs où on voit des moines qui ouvrent leur toge et il y a une poitrine sous la toge, tu vois. Donc il y a eu des profils comme ça existe.
Après, est-ce que c'est une transition? Bah oui, à l'époque, oui, on va dire que tu pouvais pas faire mieux, quoi. Non, mais oui, je suis d'accord, on va pas s'arracher les seins. C'est quand même, des femmes qui deviennent des moines, qui disent jamais à personne toute leur vie que c'est des femmes, et qui vivent toute leur vie en tant que moines. Tout le monde pense que c'est des hommes. Bon, à ce stade-là, quand même. Non, mais je suis d'accord. Tu vois? Est-ce que ça baisait? C'est la grande question. Bon, bref, c'est une autre question. Ah, on ne répondra pas. question, Non, on n'en répondra pas. Je ne veux pas savoir ce que font les curés avec les dames et les messieurs qui ne savent pas trop qu'ils savent. Putain, t'imagines quand ils découvrent? Ils doivent être trop contents. Genre, putain, il y a une meuf en fait. Incroyable. Oh, la vie de curé à l'époque. Mon Dieu, t'as des sources? J'imagine qu'il y a des sources. Hein. Je pense que là-dessus. Ah oui, il y a des sources. Je peux vous trouver. Attends, envoie-moi tout en MP, comme ça je les mettrai tout en description. Comme ça vous aurez toutes les sources en description de la vidéo en plus de ça. Voilà, comme ça ne râlez pas. Vous aurez tout. Je vous mettrai tout. Voilà, comme ça faites pas chier. Enfin, pas tout ce qu'on peut. C'est Clovis Maillet, l'historien qui amène cette constitution-là. Et d'ailleurs, ça va en faire bondir plus d'un. C'est celui qui a parlé de la question de Jeanne d'Arc. D'accord. Ah, donc Accrochez-vous sur Jeanne d'Arc. Donc Clovis Maillet, si ça vous intéresse. Donc Clovis Maillet, eh bien, moi je regarderai tout ça. Et on écoute le documentaire. Alors on en est où là? Je sais plus, on écoute. Je sais plus, il m'a perdu. Complètement perdu. Là. Nous sommes des animaux sociaux, comme Ah oui, j'ai oublié, on est des singes, excusez-moi. Tous les animaux sociaux, les jeunes se regroupent à la puberté, en fonction du sexe migrateur de leur groupe social. Selon les espèces, les garçons ou les filles d'une même tranche d'âge quittent leur groupe de naissance et partent ensemble à la recherche d'un autre groupe social. J'ai fait le pervers exprès. C'était fait exprès. C'était volontaire. Bon allez, on continue. Avec lesquels ils pourront avoir des relations sexuelles sans lien d'apparenté. Des bouquins qui s'enculent. J'ai un cul. En plus, non censuré sur Twitch, hein, là, on peut montrer un cul de petite gazelle ou je sais pas quoi là. Enfin, c'est quoi? C'est des phacochères, là, des phacochères, des lapins et des petits singeous. Et voilà. C'est quoi? C'est des petits Wistiti, ça? C'est des Wistiti. De même âge sont l'occasion d'affirmer leur identité et développer leurs rapports sociaux. Oh, tu m'insultes pas comme ça. Hein. Toi, t'es un primate. Moi, je ne suis qu'un singe. Trouver sa place dans la meute. Les adolescents humains ont les mêmes besoins et sont soumis aux mêmes déterminismes que ceux des autres espèces sociales. Ouais. La différence. Regardez les nichons. Putain, mais mettez pas des jeunes comme ça. Vous êtes contre la sexualisation des jeunes et vous les mettez quand même. L'idée de la culture humaine ne permet plus aux parents de lâcher sur maillot de bain. Il y a des nichons. Pardon. Oui, mais là t'as un problème. Ah ouais, je sais. Non, je fais exprès. J'exagère forcément. Ça c'est. Par contre, si vous êtes vraiment comme ça, les gars, c'est que vous avez un vrai problème en vrai. Mais après, non, c'est que la dame elle soutre à chaque fois de la sexualisation des jeunes. Pour se forger une identité. Je me dis, ça se trouve, ça doit être choquant. Au contact avec les autres, les adolescents sont. Tu baiserais quoi si t'étais zoophile, yeux clos? Oh, dégueulasse. Sur les réseaux sociaux, parfois dans des expériences extrêmes. Les zoophiles, c'est pas pour moi, désolé. J'ai même pas envie d'imaginer, gars. C'est bizarre d'être dans le question. Toi, t'arriveras à répondre à cette question? C'est chelou, baiser de mouche, ouais. Abigail Shrier a soulevé dans Dommages irréversibles un point essentiel. Alors moi, personnellement, je me dirigerais plutôt du côté des ongulés. C'est quoi un ongulé? Non, rien. Je veux pas savoir. Je veux pas. Les ongulés, c'est ceux qui ont des ongles. C'est genre les chèvres et tout. Oh mon dieu. Ice Minator, si tu nous entends. Bref, on écoute les expériences hardcore des jeunes adolescents qui sont en trouble de l'identité. En rupture avec son milieu d'origine. Faute de pouvoir partir répondre aux injonctions de l'espèce. Ils font des tatouages par exemple. Le porno. Ils prennent de la drogue et tout. Ou la drogue. La maîtrise obsessionnelle de l'image de son corps. Représente. Attends, la maîtrise obsessionnelle de l'image de son corps. Bon après ça, oui. Alors on va sur les pro-ANA. Vous êtes prêts? C'est parti, propagande. C'est vrai que c'était un vrai problème ça à l'époque, hein. Ça l'est encore un peu d'ailleurs. Et je connais pas mal de gens qui ont été touchés par ce genre de truc. Donc c'est vrai que c'est chiant, c'était chiant à l'époque, vraiment très chiant. Autant de transgressions immobiles. Le phénomène trans se produit dans de nombreuses familles progressistes, très en phase avec les valeurs LGBT. Ils ont pas mis Nicole Clos là, ils auraient pu quand même, putain. Si les parents sont progressistes, l'enfant va devoir... gros enculé, pardon. C'est pas drôle, c'est pas drôle du tout, c'est pas bien. Je viens de revenir à l'hypercato conservatrice, la journaliste. Je sais pas. Alors, une vraie question, je sais pas. Je pense pas en plus à la base. Hein. Je suis pas persuadé à la base. Aller encore plus loin pour s'affirmer par la transgression. Il s'agit moins d'aller quelque part que de trouver à tout prix un mur auquel se confronter pour non, mais c'est le parcours de vie, ça. C'est pas le mur obligatoire. Faut arrêter. Après, ça dépend de ton parcours de vie. Mais moi, j'ai fait des dingueries. Après, c'est ma vie. Ça explique quand même beaucoup des dingueries que j'ai vécues. Est-ce que c'est forcément à voir en mal? Non, c'est la vie, elle est complexe, elle est variée. Enfin là par contre, madame, excusez-moi, c'est pas parce que tout le monde n'a pas le même parcours que bon, faut le juger quoi. Enfin, excusez-moi, ça a l'air d'une Z bizarre en vrai. Oui, il y a un côté comme ça. Oui, tu peux refaire un partage d'écran parce que ça a ça a bugué. Eh bah c'est bien, c'est malin. Ah non, c'est bon. Ah bah je le refais. Ouais, vas-y, relance. On recommence. Trans, tac.
Primum a disparu du coup. Il a fait une crise cardiaque, il ne veut plus, il n'a plus envie d'entendre parler de médical. Je comprends, va te coucher, Primum propose. Merci, Fausse 66. Et on écoute la techno. Exister. Beaucoup trop de droits d'auteur. Je pense quoi des xénogenres? Putain, non mais les gars, après là... Non mais c'est comme les aliens gender quoi, là bon on est un peu quand même sur du new age quoi. Là désolé, on est sur de la néo-spiritualité, on est plus sur on est plus sur de l'identité sexuée, voilà, et je parle pas d'identité sexuelle. Ils font leur kiff en festival. Voilà, ils font leur délire, mais c'est un délire quoi, voilà, chacun son trip quoi. Là pour moi en tous les cas, faut pas invoquer la dysphorie quoi. Si tu me dis je suis un extraterrestre ou je suis un xénogenre, bon bah, oui t'as le droit, mais après je vais pas m'emmerder avec ça en me disant que ça existe. Bah, après ça peut être des gens qui cherchent, voilà. Oui, ils cherchent, mais ils ont le droit de se chercher. Après, faut pas essayer de me... Voilà, ils m'ont trouvé, ouais, je leur dirais que je suis désolé, pour moi on est sur une néo-spiritualité. Après, ils ont le droit. Moi, il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois, alors, je suis tombé sur une personne comme ça, c'est pas souvent, qui m'avait dit, moi je suis des xénomonstres, t'es con, qui m'avait dit, moi par exemple, je suis une femme, mais je n'ai pas de dysphorie. Par contre, c'est une croyance. Et j'ai trouvé ça respectable, parce que c'est très rare que quelqu'un... Oui, alors là, c'était très particulier, je sais. Qui expliquait en gros, et je crois qu'elle avait été d'ailleurs chez Psychodélique parler avec Psycho, mais en gros c'est quelqu'un qui expliquait que bon pour elle c'était plus de l'ordre de la croyance, limite du spirituel, genre une âme féminine, et que elle savait que du coup c'était pas forcément rationnel et tout, mais que bon bah voilà c'est comme ça quoi. Et bon à la limite, voilà, si c'est dit comme ça, pourquoi pas, après, pas de problème. C'est tout, c'est l'anecdote, hein. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, hein. Pas grand chose à dire, pourquoi pas. Toi sur la personne, voilà, elle est pas dangereuse, elle fait pas de prosélytisme, elle dit bon moi... Après le seul truc c'est faut pas me dire oui t'es une incarnation femme ou homme, parce que là ça commence à me poser des questions. Mais après bon, j'imagine qu'il y a un peu ça dans le fond, mais c'est pas grave, voilà, fais ce qu'elle veut. Excusez-moi madame, je peux vous emmerder, je suis désolé. Rien compris, désolé, je sais, pas grave. Ceux qui comprennent prendront, après les autres démerdez-vous. Le domaine de contagion sociale est d'autant plus évident que depuis son plus jeune âge, l'enfant apprend par imitation. Un comportement pivot, socle de tous les apprentissages. Le phénomène transidentitaire est indissociable de la multiplication des écrans. Les jeunes trans jouent avec... Ouais, mais là c'est un peu bizarre. C'est indissociable d'internet en fait, tu vois. Oui, parce que ça met en exergue d'autant plus, mais après... Bah oui. Mais je veux dire... Dans ce cas, tous les phénomènes d'aujourd'hui sont indissociables de tous les réseaux sociaux, quoi. Bah non, mais ce que je veux dire, c'est, regarde, s'il y aurait pas autant de ZAD s'il n'y avait pas Internet, pour que les zadistes puissent dire, bah venez à la ZAD, tu vois. Ou autant de gilets jaunes, voilà. Enfin, il y a tellement de trucs qu'aujourd'hui, tu dois contextualiser avec la communication sur Internet. Exactement. Sinon, on n'aurait pas autant d'Aniraz, de psychodéliques, etc. Ça n'existerait pas. Sinon, on regarderait Laurent Ruquier et puis de Chavannes, quoi. Malheureusement. Ça aide à accélérer l'information. Exactement, ça c'est vrai. Malheureusement, ça la démultiplie, même par contre, la bonne comme la mauvaise. Bah, malheureusement et heureusement. C'est à double tranchant, quoi. Bien sûr, exactement. Donc, après, il y a plein de choses de bonnes, hein, sinon on serait pas là. On écoute la technologie et la transidentité qui s'associent pour détruire l'humanité. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Leur image, manipulent leur corps, exposant leur transition au monde entier comme une expérience de télé-réalité. Même dans la communauté trans, il y a des idées reçues. Et malheureusement, il y a encore des femmes trans qui pensent que si t'es pas opéré... Ah ça c'est la personne qui avait été interviewée, me semble-t-il, par, pas Livre Noir, si c'était Livre Noir ou... Si, ouais, c'est ça, c'est Livre Jade. Et qui est travailleuse du sexe aussi, etc. Très assumé hein, là-dessus et tout, donc voilà, c'est plutôt intéressant malgré tout. Et si t'as pas de vagin, tu n'es pas une vraie femme, alors que c'est totalement ridicule, c'est pas le sexe. Alors par contre, oui. Alors après, quand t'entends le pénis est un vagin comme les autres, bon là après t'es là en mode... tu souffles un peu, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, pas envie d'en parler. Oui, moi je m'en fous un petit peu. Ah mais il y a des gens comme ça, c'est compliqué, donc je sais pas. Parce que j'ai déjà entendu ça. Mais bon, bref, c'est un autre débat. On écoute Jade. Qui va définir une personne entière, que t'as un pénis, que t'as un vagin, peu importe le sexe que t'as, si tu es un homme, si tu es une femme, si tu ressens l'être, bah, c'est que tu l'as pas en bas. Ouais, oui. L'ex-cadre Après c'est une vidéo YouTube, hein, faut faire quoi. Facebook, Frances Haugen, a mis en évidence les effets toxiques des algorithmes des réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux. En favorisant le rassemblement des personnes motivées par les mêmes sujets, il les amplifie de façon considérable en leur fournissant une caisse de résonance. Jamais bonne et c'est tout. Pour le meilleur mais et pour c'est le pareil, pire. c'est pareil pour la droite. Enfin, je veux dire, l'alt-right, c'est Internet. Ouais, voilà, exactement, oui. Mais c'est pour ça Bien que sûr. là-dessus, c'est pas un argument. Après, on pourrait dire que ça amplifie, effectivement, ça fait un caisson. De là à dire. Oui, Après, ça faut amplifie, voir bien sûr. les impacts, mais là, il faudrait sortir des vraies datas à ce niveau-là. Mais ça Et amplifie c'est tout. vrai que- T'aurais pas autant de malheureusement, complotisme aujourd'hui si t'avais pas Internet. C'est sûr. Et t'aurais pas autant de zététiciens. Putain, quel monde de merde. Entre Je rigole. Là, j'aime bien, moi, la zététique. Putain, ça le pire. C'est qu'en fait,
moi je trouve ça formidable comme époque parce que ça permet d'amener le débat aussi sur la table et tout. Par exemple, ce documentaire existe, ça permet aussi d'en parler, etc. Et en vrai, moi je trouve ça très bien. Au contraire. Mais après, chacun sa vision du truc. Donc on va voir les impacts des réseaux. On n'est pas complotiste, on a du bon sens. Après, ça c'est encore autre chose. Hein. Après, moi aussi je suis un peu complotiste. Regarde les ouris, hein. Moi j'étais là-dedans, j'étais là, ouais, peut-être que. Hein, complotiste. Tu vas payer, mais vraiment c'est une question qui revient ça, tu vas payer pour avoir ton compte Twitter vérifié. Bah au début je disais non, mais quand on m'a dit 4$, je dis bon, si c'est vraiment 4$. Attends, ça coûte combien? 4$. Et il faut quoi? Il faut prouver un truc? Je sais pas, j'imagine ta carte d'identité, puis... ah ouais, bah, ok. j'imagine, bah je pense quand même, un minimum de sécurité quoi. Ça, genre Ouais, la je sais carte pas comment d'identité, ça numéro fonctionne. fiscal, j'imagine, ou une connerie comme ça, tu vois, je pense. Et après derrière peut-être qu'on sera rémunéré, mais alors putain le Twitter j'y suis jamais les gars, hein. Franchement Twitter moi... Si je troll ceux qui essaient de me troller, de me harceler là, de la gauche zététicienne toute chelou là, MetaZ, Mezem, là je sais pas quoi, mes couilles. 8€ par mois. Oh non, ça fait cher pour de la merde là, je m'en bats les couilles. Non mais c'est bon, je vais pas me mettre un petit logo certif à 8 balles là, qu'est-ce qu'on s'en fout. Zio est un enfant Zouri, tout à fait, exactement, j'ai des pouvoirs transcendantaux. Vous le saviez pas, c'est pour ça que vous êtes là. On est côté transgenre, on est... Un enfant souris? Zouri. Ah, tu connais pas, mais faut voir ma vidéo sur les enfants souris. Incroyable vidéo, incroyable. Non, elle est pas énorme, mais elle est bien, très bien. Je te laisse pas faire, je me laisse pas faire. Putain, les droits d'auteur, mais madame, s'il vous plaît. Communiquer autour de sa transidentité, c'est sortir de l'anonymat et intégrer une communauté très réactive. Les jeunes en questionnement identitaire s'attirent mutuellement comme des mouches. La recherche attentionnelle est pour tous un puissant motivateur. C'est pas très... Particulièrement pour les jeunes anxieux qui n'ont qu'une vie sociale assez pauvre. Nous sommes des cerveaux sociaux. Nos centres d'intérêt, notre identité sont façonnés. Après, il y a aussi du vrai là-dedans. C'est-à-dire que c'est vrai que les communautés dites woke, LGBT, etc., très très actives, sont parfois aussi, voilà, un côté un peu qui peut être vu limite comme une dérive sectaire pour certains et tout. Donc ça fait flipper. Mais comme à droite. Ah, je parlais. chelou, oui, vas-y. Je parlais de. Elle parlait de la solitude des activistes et tout. Ah oui. C'est pas faux du tout. Oui. Moi-même je le dis quoi. C'est que. Ça t'est prouvé. Ce C'est une qui les critique prouve. que faisait, comment il s'appelle, Pierre Valentin dans son étude sur le wokisme. Mais je lui avais dit que c'était pareil à l'extrême droite en fait, quoi. Il y a le même constat en fait. C'est genre, les gars ils sont tout seuls, ils pètent un câble et ils deviennent un peu paranoïaques. Enfin, malheureusement quoi. Parce que le militantisme ça isole en fait. C'est pour ça que les gens arrêtent de militer souvent aux alentours de 35-40 ans parce qu'ils ont envie d'avoir une vie en fait. Et ils se disent, bon, en fait, bon, allez, la vie quoi. Change la vitesse de lecture, je clos. Plus lent. Oh, pourquoi? Plus rapide serait horrible. Tu veux que j'accélère? Non. par l'attention que l'on nous porte. En miroir des influenceurs, les ados mettent en scène leur transition sur la toile, où ils vont cumuler des likes et des followers. Ils deviennent dépendants de cette attention qui les booste et façonnent leur comportement, leurs émotions et leurs pensées à leur insu. Bonsoir les girls et les boys. Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve bitch. pour une nouvelle vidéo. La recherche attentionnelle opère sur la cognition comme une drogue. Elle augmente de façon artificielle la libération de dopamine dans le circuit de la récompense. Modifiée dans son amplitude et dans sa source, la dopamine inonde le cerveau d'une sensation de satisfaction intense dont le youtubeur devient dépendant. Pour en avoir toujours plus, il s'acharne à mobiliser l'attention d'une communauté particulièrement labile. J'espère que les personnes qui verront toutes ces vidéos et tous mes passages dans tous les médias différents en parleront avec leurs enfants, les éduqueront. C'est très important que voilà, on en parle partout, que ce soit dans les médias, à l'école surtout, parce que les jeunes d'aujourd'hui voilà, ils sont en train de grandir avec les réseaux sociaux. Il est important pour moi qu'ils apprennent les termes, qu'ils apprennent à demander le pronom des personnes, qu'ils apprennent à respecter tout le monde. On n'est pas des foires de cirque, on n'est pas des clowns. Foires de cirque, ils ont traduit par bêtes de cirque, les bâtards. Pardon, excusez-moi. En communiquant sur leur transidentité, ces ados vendent leur peau intégrer une communauté. Périaérolaire. Alors là, attention, là, on aura besoin de primum là. Alors, mammectomie par périaérolaire réalisée le 27 mai 2019. On écoute. Virtuelle dans laquelle ils deviennent. Là, c'est en gros les nichons. On enlève les para-aérolaires, ça doit être les para sur les côtés, j'imagine. Mamé, mamo, mamos, mamelon, nichon. Vous avez compris? Voilà. D'accord. D'un coup, quelqu'un. Amalectomie, putain. Pardon. Quoi, c'est une très bonne description. Réveil de l'opération. Allez, c'est parti, on regarde tout ça. En retour, ils reçoivent un love bombing qui les conforte dans leur démarche. Alors love bombing, qu'est-ce que c'est? Souvent dans la dérive sectaire, c'est décrit voilà, comme un déferlement d'amour en fait que vous avez par la communauté, etc. Et tout. Et c'est vrai que pour des influenceurs qui vont, par exemple, imaginons, s'opérer, faire un petit peu le show là-dessus. T'as tout le monde qui te félicite, voilà, etc. Donc là-dessus, tu peux que être incité, effectivement, à aller un peu plus loin. Et t'auras effectivement ce love bombing, pourquoi pas. Love bombing, ouais, c'est genre les tweets en mode oh, je vais pas bien aujourd'hui, envoyez-moi des messages gentils. C'est ça, tu vois.
Le vrai love bombing, c'est pas ça. Le love bombing, c'est les gens qui te. En fait, tu reçois beaucoup trop d'amour par rapport à une situation et tout. Et normalement, c'est dans la dérive sectaire dont on va parler beaucoup de love bombing. C'est-à-dire, en gros, les gens te donnent beaucoup d'attention, beaucoup d'amour et tout dès le début. Tu vois, à ce côté un peu. Voilà, c'est déstabilisant, mais c'est très accueillant du coup. Et par contre, bah, du coup, avec les communautés sur internet, c'est vrai que tu pourrais avoir ce phénomène-là. Moi, par exemple, demain, si je me fais attaquer. J'aurais ce love bombing en fait de soutien en fait de ma communauté, tu vois. Donc il y a ce truc qui peut biaiser un peu la démarche et effectivement amener à des trucs des fois particuliers. Et là on est sur des influenceurs, donc vas-y. J'ai envie de dire que oui, effectivement ça peut genre tu sais, ça peut te déstabiliser, ça peut aussi rendre les gens un peu cons, tu vois, parce que tu sais, ils jaugent leur position et leur discours vis-à-vis du love bombing, quoi. Ils se disent, bah, pourquoi je me remettrais en question quand il y a autant de gens qui m'aiment pour ce que je dis. Il y a un peu cet effet-là. Après, moi, là où j'ai envie d'être nuancé, c'est que bah. C'est quand même des gens qui, bon, il y en a certains, ils se font virer de leur famille, la vie elle est compliquée, tu vois, donc des fois le love bombing c'est aussi une manière que la communauté a créé pour essayer de créer des protections. On sait qu'il y a beaucoup de suicides dans ces milieux-là, donc en fait c'est aussi leur manière, c'est de dire s'il te plaît te suicide pas, tu vois, c'est un peu ça quoi, tu débarques et les gens ils sont en mode mais non tu es valide et légitime, ils t'envoient de l'amour parce qu'en fait les gens ils craignent la souffrance que ça donne derrière, tu vois, bon voilà. Après, des fois, c'est un peu forcé, c'est même presque hypocrite hein, dans ces communautés, des fois, ce truc-là. Mais moi, je le vois quand même comme une stratégie pour essayer de... Pas une stratégie froide, hein, c'est quelque chose de très chaleureux pour essayer à ce que les gens restent debout, tiennent debout, tu vois. C'est un peu leur manière de s'envoyer de la force entre eux, quoi. Bref. Ok, très bien. Et ben, petite précision. En fait, ça va peut-être te parler, mais c'est comme les réunions de drogue addicts, quoi. C'est les gens, il y a un love bombing, t'arrives là-dedans, les gens ils sont tous en mode tu es parmi nous, bravo pour tout ce que tu fais, tu te fais applaudir, c'est aussi cet effet-là, l'effet est pas différent quoi. D'accord. Vas-y, monsieur Chouchou là, monsieur Chouchou. Vas-y, prends la parole, monsieur Chouchou, vite. Genre maintenant là, vas-y, maintenant là, tout de suite là. Tout de suite, monsieur Chouchou là. Mais oui, non mais d'accord. Bonsoir, voilà. Comment ça va? Bonsoir, désolé. Vas-y, alors. On n'en est pas encore à la moitié du documentaire. Qu'est-ce que t'aurais donné? Même pas un tiers, les gens. Qu'est-ce que t'aimerais nous dire par rapport à ce que t'as vu? Mais non, mais c'est que c'est comme d'hab, hein, ça boucle sur les mêmes trucs et tu sais c'est toujours les mêmes histoires sur les détransitions. Ça passe par machin sur les enfants, alors que les enfants, on sait que c'est un peu un débat sans en être un, surtout en France, peut-être à la limite dans d'autres pays, pourquoi pas, mais du coup, je t'avoue, je vois pas trop l'intérêt. Ah, je me fais attaquer par un chien. Calme-toi, wesh. Calme-toi. Et donc, d'accord, donc en gros, t'allais me cancel pour me dire que t'as rien à dire sur le documentaire? Mais j'ai rien cancel du tout, j'ai juste dit bonne nuit. Ah ok, d'accord, c'est bon. Okay. Bon, bah, bonne nuit alors, calme. Bah ouais, gros bisous tout le monde. Bon, d'accord, bisous alors. Bah ouais, je vous aime. Toi, repose-toi bien, et puis à la prochaine. C'est l'intervention de monsieur Chouchou, désolé. C'était un peu... Bon bah, voilà, les imprévus font l'imprévu, c'est comme ça. Hein. On écoute la suite du documentaire. Putain, on est même pas à la moitié les gens. Putain, putain, il va être long. Hein. Je pensais pas qu'il y aurait autant à dire finalement en fait, comme quoi. Bon allez, on se concentre là, on va faire un petit speedrun. Vous êtes prêts la speedrun? C'est parti, il y aura beaucoup de choses à dire, c'est pas grave, on fera un speedrun aussi. Allez, 1, 2, 3. Et les pousse à aller encore plus loin pour mobiliser l'attention de leurs fans. On parlerait du sujet des hormones que j'ai actuellement avec moi. Et aujourd'hui on va parler de ma transition. Ma transition. La mise en scène de leur transition peut même devenir une profession, dont les influenceurs trans espèrent vivre grâce aux revenus publicitaires générés par le nombre de vues et le merchandising. Salut à toi, je suis très content de faire cette vidéo, enfin. Et des zizi, des sextoys, oui effectivement, voilà, ok, ça s'adresse à qui ça? 600, après ça va, elle fait 611 vues, 2400 vues. Ça a l'air assez... non, les zizi c'est pas ça, c'est en fait c'est des... c'est des trucs pour pisser? Ouais, c'est les mecs trans qui se mettent ça pour pisser. D'accord, ok. Dans les urinoirs et tout. C'est pour pouvoir faire pipi en fait. Et ben dans l'absolu, pourquoi pas. S'ils sont sûrs et conscients de l'irréversibilité, ça se comprend. Je vous aime en parlant de love bombing, au moins ça illustre très bien le thème, exactement. Je vous annonce que j'ai créé ma marque. Alors voilà, les boutiquiers. Ces influenceurs exhibent fièrement leurs photos avant-après, manifestant ainsi une très faible... Pardon, excusez-moi. Le dysphorie. Excusez-moi. Je lis quand même, faut dire ce qui est. Franchement, faut dire la vérité, hein. Bon, bref. Il s'agit plutôt de jouir d'un hyper-contrôle sur son corps et reproduire dans le réel le fantasme d'une là, c'est pas mon genre du tout. Transformation devenue un métier.
Salut Olivier, c'est Oui, bon, Olivia allez. et Lilo. Pardon, excusez-moi, c'est bon, on a le droit. Il avait été très joli, c'est bon, on a le droit d'évaluer, c'est bon. Excusez-moi. Ouais, go installer Tinder. Non, j'ai ma femme, ça va pas la tête. Comme ça, messieurs, dames, calmez-vous. Qui, quoi, comment? Merci beaucoup. Merci, Effing Sophie. Pollux, invocation. Non, pas tout de suite, on est même pas un tiers. Putain, on est à 31 minutes sur 1h32 là, les gens. Calmez-vous. Des putes à buzz de base, rien à voir. Effectivement. Et on est là, là je suis d'accord, boutiquier, de ouf. en fait pour te raconter ton histoire et ce qui va se passer dans les années et dans les mois qui viennent. Oui, d'accord, excusez-moi. Les influenceurs trans exhibent leur transition comme un spectacle de télé-réalité. Ils conduisent le monde à... Bah ça, bienvenue dans notre monde, hein. Bienvenue, hein, désolé. Ah ouais, Mesurer après, les effets ce visibles. que je tiens à dire quand même sur cet aspect, tu sais, les gens qui parlent de transition, c'est aussi des bourgeois. Spoiler. Oui, c'est pas les queers, c'est pas les trans pauvres qui font ce genre de vidéos la plupart du temps. C'est vrai que la plupart du temps, oui, c'est quand même des gens qui sont bien, on va dire, dans leur vie, enfin bien, qui ont une certaine situation financière qui peut se permettre de faire des vidéos comme ça et tout. Mais on va écouter, tiens. Non mais je veux dire, non mais je dis pas, je les mets pas tous dans une boîte, genre il y en a, bien sûr, il y a des gens pauvres, milieu, mais je veux dire, ne serait-ce que cette pratique comme ça, tu sais, de youtubeurs un peu comme ça, où tout est lisse, tout est gentil, c'est un peu pipou quoi, bah, et généralement c'est quand même des gens un peu bourgeois à la base quoi, voilà. Donc il y a un angle. En même temps, je comprends les gens qui économisent 40K pour faire un avant-après de ouf. Non mais oui, là-dessus, clairement. La transidentité, problème de riche, bah en fait c'est juste que on n'a pas, parce qu'on est pauvre, enfin moi en tout cas je fais partie des trans pauvres, à la base, hein, parce que ça s'améliore avec le stream, j'arrive à me dégager un SMIC, donc c'est correct pour l'instant, tu vois. Mais nous on n'a pas les mêmes problématiques, genre on n'est pas en mode... Oh là là, mes parents m'ont cancel, oh là là, enfin on est sur des problèmes des fois bien plus complexes, genre trouver un emploi, voilà. Et je trouve pas, je vois pas des centaines de vidéos de ces gens-là qui parlent de ça. C'est aussi parce qu'ils ont une sécurité de ce point de vue-là, bref, voilà. Ok, très bien. Eh bien attendez, je cut juste